Bonjour et bienvenue à tous au Creative Spark, ce lieu qui est très très inspirant pour tous les entrepreneurs de tout horizon. Alors nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la grande finale de la saison 3 de Pilote Média. Donc ce programme en fait a été initié par le consortium de l'Abdavanac, Ovation et Engine. Donc je me présente, moi je suis Hélène et je travaille justement chez Engine. En quelques mots, que fait donc Engine? Nous sommes fournisseurs en fait, de méthodologies et d'outils innovants pour aider les porteurs de projets et les entrepreneurs de demain à concrétiser leurs projets. Donc en fait, nous imaginons et créons des programmes à destination de tout l'écosystème wallon pour justement aider ces entrepreneurs à structurer et concrétiser leurs projets avec des outils, des méthodes et aussi dynamiser l'image entrepreneuriale de la Wallonie. Mais Pilote Média, qu'est-ce que c'est exactement? David, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait, merci beaucoup Hélène. Alors Pilote Média, c'est vraiment la rencontre de l'univers des médias avec celui des startups. L'univers des médias, l'expertise sur un secteur qui est en bouleversement complet avec l'avènement évidemment de la digitalisation, associé à une boîte à outils, la boîte à outils du Lean Startup, la boîte à outils de l'entrepreneuriat. Et les intentions derrière Pilote Média, c'est vraiment, et tout est dans le nom, permettre de prendre les commandes, de devenir pilote de sa propre carrière, de son chemin professionnel, de son parcours. C'est pour ça que vous allez découvrir aujourd'hui de nombreux entrepreneurs qui vont vous proposer leurs projets d'évolution et d'émancipation. Alors, c'est une boîte à outils qui a été adaptée à un format relativement dense et intensif. Et je remercie vraiment tous les entrepreneurs qui nous ont fait confiance. Les intentions, c'est prenez les commandes de votre carrière. Ça, c'est pour le côté personnel, mais aussi développer des projets qui ont une audience, une viabilité et, on l'espère demain, une visibilité. Voilà les promesses de Pilote Média. Merci David. Alors, pour refaire un rapide retour sur le programme, donc en fait on a un peu structuré ça en 4 étapes. La première étape était évidemment de créer les projets via justement des problématiques qui étaient connues. Ensuite, une fois que ces équipes et ces projets ont été créés, on attaque vraiment tout ce qui est marché et business. Donc en fait, les candidats ont été amenés à savoir qui est mon client, quel est mon marché, comment définir ma proposition de valeur, tout ça via des outils et tout ça aussi via l'expertise des coachs. Mais c'est aussi savoir comment je gagne de l'argent avec mon projet. Donc ça, c'était vraiment la semaine 2 et la semaine 3. En semaine 4 et en semaine 5 du programme, une fois que les candidats ont tous ces critères en poche, il faut tester l'attraction du marché. Et comment? Via son prototype, un premier prototype, ce qu'on appelle le MVP dans le jargon entrepreneurial. Et donc voilà, pendant les semaines 4 et 5, les porteurs de projets ont été amenés à connaître des outils pour créer leur MVP et à tester leur MVP. Et enfin, la dernière semaine, évidemment, a été dédiée au pitch, ou comment séduire mon public avec mon projet. Et donc justement, ces pitchs, on va les découvrir ce soir ensemble. Et Damien, comment ça va se passer? Merci Hélène. Comment ça va se passer? Ça va se passer de la façon dans laquelle on a essayé de les amener aussi à travailler ensemble, c'est-à-dire de pouvoir montrer cette proposition de valeur. Une proposition de valeur qui a été travaillée notamment grâce à des coachs que je remercie déjà et qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Joris Van den Oren, Laurent, Michael Jack, Benoît Lips aussi, David aussi qui a été parmi les coachs. Et puis aussi toute une série de partenaires qui nous ont fait le plaisir cette année-ci de nous rejoindre et de nous rejoindre d'une façon un peu particulière. Et on va le souligner aussi parce que c'est difficile dans le contexte actuel de venir avec des commandes. C'est quelque chose qu'on essaye d'exprimer aux pilotes aussi, d'essayer d'être des partenaires plus que des prestataires. Et donc on est vraiment très heureux de la façon dans laquelle ces partenaires nous ont rejoints avec des problématiques, avec des thématiques, avec des envies, avec des frustrations, avec plein de choses qui grattent et qui chatouillent dans le monde des médias aujourd'hui. Et donc on voulait les féliciter aussi et les remercier. Ils sont avec nous, ici présentement ou à distance. Il s'agit d'Hélène 24, il s'agit de Matélé, la Foire du Livre de Bruxelles. Il y a aussi la RTBF, le Pavillon à Namur et la Grand Poste à Liège.
on les salue, ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Ils sont, pour un certain nombre, ils sont avec nous. Philippe est avec nous de ma télé. Merci aussi le MIL, qui est notre prestataire depuis l'an 1, j'ai envie de dire, mais plus que prestataire d'ailleurs. C'est des potes, c'est des amis. Et c'est vrai que c'est cool de fonctionner comme ça aussi. C'est grâce à eux d'ailleurs qu'on a tout le dispositif technique qui permet la retransmission de ce soir. Et donc Sébastien Naon et toute son équipe, on vous remercie aussi. Voilà, ça c'est dit et c'est fait. C'était important de pouvoir aussi jouer dans cet écosystème-là. Vous avez vu Nicolas, il est impatient de pouvoir vous présenter son projet. Florent est avec nous aussi depuis Paris. Messieurs, c'est à vous deux de nous rejoindre et de nous présenter votre projet. On se retrouve juste après pour en discuter. Et puis il y aura un autre pitch et puis de nouveau une discussion. On est parti pour une bonne petite heure ensemble. Voilà. Bon pitch, tonnerre d'applaudissements. Voilà, merci Damien pour cette belle introduction. Alors, pour commencer ce pitch, j'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur cette image. Est-ce bien, selon vous, Namur, la capitale de la Wallonie, que l'on voit à l'écran? Oui? Non? Non? Une petite idée? Est-ce que ça ressemble vraiment à Namur? Oui, vu le paysage, on aurait le droit d'en douter. Donc, ça veut dire qu'il y aurait ailleurs sur Terre un autre Namur, et sans doute en dehors de la Belgique. Eh bien ça c'est vraiment le genre de sujet auquel s'intéresse Belgistoria. Alors Belgistoria, qu'est-ce que c'est? C'est une newsletter historique que nous avons développée avec Florent Servia, journaliste qui nous vient de Paris, et moi-même, Nicolas Piette, historien. Et en fait, cette newsletter, elle s'intéresse à l'histoire de la Belgique. Alors, elle propose un contenu historique qui est fiable, qui est étonnant et qui est à la fois divertissant. Et Belgistoria, en même temps, fait la chasse aux idées préconçues et aux stéréotypes. Alors, nous avons un credo pédagogique qui consiste à partir à chaque fois de notre audience, à partir des lecteurs, pour voir tout d'abord quelles sont leurs envies, leurs points d'intérêt, mais surtout quels sont les clichés qu'ils ont en tête. Ensuite, nous allons voir dans des livres d'histoire, des livres spécialisés, de la littérature, comme on dirait à l'université, pour faire un contenu qui est correct, qui est fiable. Et enfin, nous revenons vers nos lecteurs avec un contenu qui est fiable, d'accord, mais qui est beaucoup plus agréable à lire et qui est plus court. Alors, à Belgistoria, on accorde beaucoup d'importance à cette fiabilité. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que sur Internet, il y a beaucoup de contenus qui sont faux, qui ont des erreurs. Et parfois, il y a malheureusement une utilisation idéologique de l'histoire. Et en histoire, quand on fait de l'idéologie, qu'est-ce qui se passe? On a une vision manichéenne du monde. Et ça, on veut le combattre. Donc pour nous, à Belgistoria, connaître le passé, c'est une manière de mieux appréhender le présent et de pouvoir être un citoyen averti. Alors, on a déjà fait un premier numéro, un numéro 0, et on a eu quelques retours. Les gens ont principalement aimé, nos lecteurs ont principalement aimé le fait que ce soit assez littéraire. Il y a un style qui est littéraire, mais simple à la fois. Et en même temps, on essayait de dévoiler petit à petit les informations, un peu comme dans un polar. Alors, durant toute l'aventure pilote, nous sommes allés à la rencontre de notre public et on a remarqué que le public était intergénérationnel. En fait, ça intéresse autant les jeunes que les moins jeunes. Et notre public a plusieurs motivations pour nous regarder. Certains qui sont nés à l'étranger veulent apprendre l'histoire de la Belgique pour mieux comprendre le pays dans lequel ils sont arrivés. On a d'autres personnes qui veulent mieux comprendre la politique belge, et ça, c'est pas toujours facile. Donc, en ayant un petit retour dans le temps, en comprenant comment les choses sont advenues, ça les aide à mieux comprendre la politique. Et enfin, on a les petits curieux qui veulent tout simplement étancher leur soif de connaissances ou avoir plus de choses à dire pendant les repas en hiver. Donc, pour satisfaire nos lecteurs, on va travailler sur la petite et sur la grande histoire de la Belgique. Et on va surtout s'intéresser aux mythes et légendes de l'histoire belge en essayant de démêler le vrai du faux et en faisant donc une newsletter qui paraîtra une fois tous les 15 jours. Florent, c'est à toi. Bonjour, on a choisi le format de la newsletter tout simplement parce qu'il est en vogue par ailleurs. Le New York Times par exemple compte pas moins de 14 millions d'abonnés à ces newsletters. Je prends évidemment l'exemple le plus énorme au monde.
Mais une historienne américaine, prof à l'université, tient une newsletter toute seule sur Substack. Elle s'appelle Heather Cox Richardson. Et en fait, elle analyse l'actualité politique américaine à travers l'histoire des États-Unis. Elle compte à elle seule plus de 350 000 abonnés sur Substack à sa newsletter et plus de 1 million de personnes aiment sa page Facebook. C'est évidemment énorme. On a choisi d'utiliser un outil qui est similaire à Substack, mais qui est son concurrent européen qui s'appelle Steady. En fait, c'est une plateforme de newsletter dédiée aux créateurs de contenu et aux journalistes. Cette plateforme, elle permet de créer un sentiment de proximité et de développer une communauté, puisque les gens, en fait, les lecteurs vont pouvoir commenter directement chaque article, chaque épisode de la newsletter. Ils vont aussi pouvoir donc nous suggérer des idées d'articles et créer un sentiment de proximité puisqu'on s'adresse aux gens en arrivant directement dans leur boîte aux lettres. Le ton également peut être adapté à ça. Et en fait, le but à l'avenir, ça va être donc de développer cette communauté. On a créé une page Instagram, on a créé une page Facebook. En une semaine, doucement, on a une petite cinquantaine de gens qui nous suivent sur Instagram, peut-être une quarantaine de lectures du premier article. Et on va pouvoir aussi à terme décider sur Steady de rendre un contenu payant, l'autre gratuit, de tester tout en faisant grandir la communauté. Si tout ça fonctionne, l'un des objectifs va être possiblement d'aller voir un diffuseur qui pourrait être un grand média et trouver un partenariat avec une institution comme un musée sur l'histoire de la Belgique. En attendant, on vous invite à nous suivre donc directement sur Steady, mais également sur les comptes Instagram et Facebook. Merci beaucoup. Voilà, un tout grand merci à vous. Alors, pour les curieux, le second Namur se trouve dans le Wisconsin et il a été créé par une communauté de Belges qui ont émigré de gré d'oiseau au 19e siècle. Et ça, ce sera le sujet du prochain article qui paraîtra le 1er juillet. Merci beaucoup. Assieds-toi ici, Nicolas. Florent, tu restes évidemment avec nous pour une petite session de questions-réponses autour de votre projet. Alors, évidemment, c'était la première fois parmi les partenaires que certains entendent ce pitch. Des impressions à chaud, éventuellement, sur ce qu'on vient d'entendre, sur cette proposition faite par Florent et Nicolas. Je ne sais pas qui a envie de se lancer en premier. Parmi les coachs aussi, si vous avez envie de faire un petit retour sur la façon dans laquelle s'est passé cet accompagnement de projet. Je ne sais pas si vous avez Philippe de ma télé. On salue aussi Corinne Boulanger de la RTBF qui vient d'arriver. Coucou. Par rapport à cette notion historique, la petite et la grande histoire, Philippe, on va peut-être te demander de prendre un micro. Philippe Alloy, hop. La petite et la grande histoire belge, ma télé, vous êtes une télévision locale, c'est quelque chose qui entre en résonance avec vos propres thématiques, vos propres problématiques aujourd'hui? Très sincèrement, c'est une approche qui est très proche des gens. Et donc approcher l'histoire qui est souvent quelque chose de rébarbatif, de manière qualitative, par un biais plus ludique, je vais dire, me semble une bonne piste. Et c'est certain, le fait de travailler via le système de la newsletter, qui est un peu un système en vogue à l'heure actuelle, et sans doute un bon choix. À ma télé, il y a très récemment. Voilà, on travaille aussi sur cette évolution de ce type de produit de communication. Voilà. Sébastien, le MIL est dans le giron de l'UCL, université. Nicolas a un profil d'historien, ça se sent qu'il a travaillé aussi cette proposition de valeur à travers j'allais dire le wording, mais c'est trop anglais comme terme. Dans le feedback qui est remonté, c'était aussi, il y a un ton. C'est quelque chose qui est important, ça, ce ton-là. Quand tu observes ces médias qui bougent avec l'université, ça fait partie aussi des choses qui rentrent en résonance avec les projets que le MIL porte. Ben évidemment, mais
moi, j'ai envie de rebondir surtout sur ce que Philippe vient de dire et le côté ludique. L'histoire, c'est bien passé pour le savoir, elle peut être complexe, compliquée à transmettre. Et donc, moi, ce qui m'intéresse et qui m'intéresserait bien d'avoir en complément de ce que vous avez présenté, c'est finalement comment vous allez entretenir ce côté sérieusement ludique. Et en tout cas, là, c'est des choses sur lesquelles nous, on bosse au MIL. C'est quelle est l'interaction que vous pouvez avoir avec votre public cible et comment vous allez rendre l'histoire la plus sexy, la plus séduisante, maintenir cette interaction et cette envie d'ouvrir la newsletter de quel jour, j'en sais rien, mais de dire ok, je l'ai reçu aujourd'hui, quoi. Alors pour ce qui est de l'interaction avec le public, on a créé une page Facebook et un groupe Facebook. Et par cette page, par ce groupe, on va essayer d'avoir le plus d'interactions possible avec une communauté qu'on est en train de développer. Donc là, ça va demander un effort d'aller vers les lecteurs et leur demander comment est-ce que ça leur plaît, quel serait le type d'article qu'ils voudraient. Et pour ce qui est de rendre ludique, en fait, le secret, je pense, c'est de comprendre quels sont les clichés sur l'histoire. Il faut étonner les gens. Il faut leur montrer que parfois, on a des idées toutes faites et que, en fait, la réalité est beaucoup plus complexe. On va toujours dans des livres d'histoire, donc on va vraiment voir ce qu'il en est en réalité, et on essaie de faire une mise en roman, c'est-à-dire de raconter les choses avec le plus de détails possible, le plus de détails corrects, mais de manière à ce que les gens sentent un vécu. Par exemple, on a fait un premier article sur une affaire criminelle, on a vraiment développé du début jusqu'à la fin, et on a commencé par reconstituer l'affaire criminelle grâce à des travaux qui étaient très précis. Et petit à petit, on fait comme si on était un observateur du moment, on l'explique et on le raconte vraiment. Au lieu de l'expliquer, on le raconte comme une histoire. Et en même temps, on offre un contenu pertinent, en fait. Donc c'est un exercice pas très facile et ça demande une véritable mise en récit. Dans votre ambition, vous avez, dans l'interaction avec le public, jusqu'à aller à l'UGC, c'est-à-dire que les publics vont participer à la création des contenus ou pas? Vous m'entendez toujours? Oui. On a interviewé plusieurs lecteurs potentiels, intéressés, passionnés d'histoire. Parmi les interviews, on en a déjà eu un ou deux qui nous ont tout de suite demandé à quel point ils pouvaient participer et suggérer des histoires à creuser, des histoires qu'eux-mêmes voulaient mieux connaître. Et peut-être pour répondre aussi à la question, le choix du premier sujet résonne à mon sens dans la Belgique contemporaine, puisque c'est une histoire criminelle, mais qui traite en fait des divisions qui existent entre la Flandre et la Wallonie, et donc de questions de langue. Et je pense que de capter l'attention du public, ça passe évidemment par la forme ludique peut-être, mais aussi par ce choix des sujets, par de la curation aussi. On compte peut-être partager des sujets historiques qui sont faits ailleurs, dans d'autres médias. Donc, je pense que c'est tout un ensemble de choses. Et j'évoquais rapidement une newsletter américaine, donc Letters from an American. Évidemment, sans espérer peut-être atteindre ces chiffres-là, je regardais un peu comment cette universitaire fonctionne sur sa page Facebook. J'ai été surpris parce qu'elle fait des posts où il n'y a même pas de photos parfois, il y a 12 paragraphes de texte et il y a 90 000 likes. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire attention à la forme, mais c'est quand même la preuve aujourd'hui, alors qu'on a peur et qu'on se concentre énormément sur la forme, que si le contenu y est et que si c'est bien raconté et qu'on a bien sélectionné l'histoire, on peut amener des gens avec nous. À vérifier. Oui. toujours à vérifier. David ? Moi, j'avais une petite question aux entrepreneurs que vous êtes, puisque Pilote Média, c'est avant tout un programme d'entrepreneuriat. Or, votre projet, il démarre vraiment avec la passion, l'envie d'écrire, l'envie de produire quelque chose. Alors, question demi-piège, est-ce que vous êtes prêt à faire de ce projet votre métier ? Je dirais que nous espérons tout d'abord lancer une communauté. Et si la communauté suit bien la newsletter, tout est possible. Je propose d'applaudir.
Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci Florent. Et moi, je tiens à souligner vraiment l'adéquation qu'il y a eu entre vous deux, à distance en plus, sur un programme qui s'est fait pendant 6 semaines et complètement à distance. C'était un bonheur de t'avoir avec nous, Florent. On aurait rêvé t'avoir physiquement aussi. Ce n'est que partie remise. Et merci en tout cas de la façon dans laquelle vous avez pu préparer ça tous les deux. On va accueillir maintenant le deuxième projet. Je propose que effectivement vous puissiez passer sur le côté. On va tout de suite accueillir Justine, Emma et Magali. On peut le laisser comme ça, il peut nous écouter. Et au moment où on switchera, on raccroche. Allez, on s'applaudit. Bonjour. 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 Ça va, vous? Et en même temps, à ce moment précis, on serait prête à parier toutes les trois que vous préférez être à votre place, assis, sur ce petit gradin, confortablement, plutôt qu'être à la nôtre, debout, face à un public. Et même si le public est canon, c'est pas ça la question, mais face à un public en train de pitcher un projet, et dans notre cas, c'est les speakerines. Alors, on serait prête à le parier parce qu'il existe de nombreuses études qui régulièrement viennent reconfirmer que le fait de prendre la parole en public est une peur non seulement très présente, mais aussi très forte dans les populations occidentales. Et pourtant, pour nous, Emma, Magali et moi, Justine, là, c'est un moment hyper détendu. Parce qu'une fois n'est pas coutume, on est à peu près sûr que pendant 5 minutes, personne ne va venir nous couper la parole. Madame Boulanger, est-ce que vous saviez que dans une conversation d'une moyenne de plus ou moins 3 minutes, vous avez en moyenne 2,6 fois plus de chances d'être interrompu que votre collègue masculin? Pour vous, monsieur, cette moyenne au niveau de l'interruption s'élève à une seule et unique fois. La raison, ce sont les freins systémiques dans la prise de parole des femmes en public. Alors, grosso modo, les freins systémiques, c'est quoi? C'est toute une série de processus et de comportements socioculturels qui sont basés sur des préjugés, des discriminations et des stéréotypes. Et ici, en l'occurrence, dans le cadre de la prise de parole des femmes en public, vous l'aurez compris, ces discriminations sont basées sur le genre. Alors ça nous fait un petit peu mal de le dire, mais la prise de parole en public reste un problème en 2021 aujourd'hui, particulièrement pour les femmes. Et dans le monde du travail, ça fait mal, que ce soit en simple réunion de service ou devant une audience plus large. Justine et moi, on savait bien évidemment que c'est lié à l'éducation, à la culture, qu'on apprend aux femmes à plutôt s'effacer en public qu'à s'affirmer, mais on ne savait pas, avant de se lancer dans ce projet, à quel point c'était vécu de manière douloureuse par certaines femmes. Et à quel point on serait touché des fois vraiment la gorge nouée d'entendre leurs témoignages, et à quel point le besoin était aigu. Par contre, ça peut très très bien se passer. On va voir une petite vidéo, je vous propose de regarder ça, quand ça se passe bien, quand une femme a trouvé les outils qui lui permettent d'aller jusqu'au bout de son intervention. Ah, les aléas du direct. Excusez-moi. Voilà. C'est un discours. He said because the president wanted people to remain calm. Well, let's get No, but Susan, this is important. Susan, I want to add, have to but Mr. Vice President, I'm speaking. I have to I'm weigh speaking. in. Yeah, let's talk about PAC in the court then. Let's talk about the Please. PAC. Yeah, I'm about to. $400,000 He said a he's going to year. repeal the Trump tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. Well, wait, I'm speaking. it'd be important if you said the truth. If you don't mind letting me finish, we can then Please. have a conversation, okay? Please. Okay. Alors du coup, nous les speakerines, qu'est-ce qu'on propose? C'est une application pour la prise de parole des femmes en public, pour et par des femmes. Alors une application mobile qui serait simple, efficace, pratique, et sur laquelle en fait vous retrouverez des podcasts, des tips, des exercices et surtout des coachings personnalisés avec des experts qui seraient rémunérés. Nous, on veut vraiment miser sur cet aspect de la curation. Et du coup, on a trouvé cette petite phrase d'accroche. Et en fait, on s'est dit, bah oui, c'est clairement ça, les speakerines. C'est quoi? C'est votre coach en poche. Un coach qui se veut safe, donc sécurisé, féministe, inclusif, pratique et surtout positif.
pour et par la prise de parole dans les femmes, pour et par la prise de parole des femmes dans l'espace public. Donc concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Imaginons 3 nanas qui doivent présenter comme ça, ils doivent faire un pitch devant une audience. En fait, on est l'exemple parfait. Voilà, on est à quelques minutes, on est un petit peu stressé, on prend son téléphone, on va sur l'appli et on choisit un podcast pour nous aider. Ça serait bien que tu puisses ancrer vraiment tes pieds, ton corps, surtout, tu vois, ancrer bien tes pieds. Et puis, tu respires, tu expires 3 fois ou 4 fois. Tu respires, tu expires. Et chaque fois, en fait, ça va ralentir, tu vois. Tout ce qui est perturbation, tout ce qui est stress, tout ce qui est trac va être transformé et tu vas avoir de la zénitude. Voilà. Alors Doha, les autres coachs professionnels expertes qui vont contribuer à notre application avec des contenus exclusifs, elles peuvent aider vraiment beaucoup de monde. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que celles qui sont les plus demandeuses, celles qui peuvent le plus bénéficier de ce genre d'outils, ce sont les jeunes femmes, les femmes en début de carrière professionnelle. Et le besoin est vraiment aigu. Alors ces jeunes femmes, on est allé les trouver. Et elles sont en train de se rassembler autour d'une communauté. Elles ont rejoint les speakerines, notamment sur Instagram. En une semaine, elles sont plus ou moins 200. Mais elles ne sont pas les seules, parce qu'on a reçu des marques de soutien d'autres types de personnes, des influenceuses, on a des personnes du monde féministe forcément, mais aussi du monde agricole, du monde entrepreneurial, du monde sportif, et forcément au niveau politique, à tous les niveaux de pouvoir. Et on peut voir aussi que ce n'est pas juste un like sur une page Instagram. Par exemple, Nawal Belnaoum nous propose d'aller parler à son équipe de notre projet. Donc elle s'occupe de l'égalité des chances. Alors du coup, oui, on a créé une communauté sur Instagram, mais on ne voulait pas rester dans l'entre-soi. Donc on a décidé d'aller chercher de l'audience peut-être ailleurs, des profils auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et nous, on a choisi, au lieu de faire un Google Doc super long et peut-être pas hyper ludique, on a décidé en fait de faire 5 stories différentes qui parleraient en fait de l'application, du concept, des thèmes qu'on pourrait aborder, etc. Et on a décidé en fait de le poster sur nos comptes Instagram personnels, donc 3 comptes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, on a touché 1547 personnes, donc en 24 heures, parce que sur Instagram, c'est le principe en fait des stories, ça ne reste que visible pendant 24 heures. Alors, on n'avait pas envie de vous inonder de chiffres. On en a retenu un seul et unique, c'est que près de 58% de ces personnes touchées seraient prêts à payer en fait, pour avoir accès à notre application avec une logique de freemium, donc c'est-à-dire du contenu en accès gratuit et pour les contenus un petit peu plus longs, un peu plus poussés, voilà, dans une logique payante. Et dans ces 60%, ça a été super enrichissant pour nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la plupart des répondantes, c'était majoritairement des femmes, des jeunes femmes en début de carrière. Et aussi, c'était quand même pertinent parce que dans le tas, il y avait aussi des mecs, du coup, qui seraient prêts, entre guillemets, à payer. Après, bon, voilà, ça reste un échantillon, c'est absolument pas empirique. Et puis, on sait aussi qu'entre dire oui, je vais payer et puis sortir la carte de banque, souvent, il y a une petite différence. Mais au moins, ça nous conforte dans l'idée qu'à travers cette étape, on a vu juste, on a compris les besoins et que la piste de solution qu'on propose, ça peut toucher quand même une large audience. Donc voilà, alors aujourd'hui, les speakerines, après 6 petites semaines de shaker émotionnel et intellectuel au sein de Pilote Média, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des valeurs affirmées, des contenus, déjà des premiers contenus féministes, inclusifs et empouvoirants. C'est un premier marché donc, qu'on a identifié avec des early adopters ou en tout cas des utilisatrices qu'on voit nous rejoindre rapidement, enfin qu'on espère voir nous rejoindre rapidement, des expertes également qu'on identifie à la fois comme des relais de notre application mais aussi comme des contributrices éventuelles puisque voilà, à côté du travail de curation qu'on veut faire, on a vraiment aussi envie de produire grâce à ces contributrices des contenus natifs. Alors cette audience, on veut encore apprendre beaucoup de choses par et avec elle, rester à son écoute, continuer à la questionner. On veut aussi aller à la rencontre d'autres types de personas. En fonction des premières réponses qu'on a eues, on se dit qu'il y a peut-être d'autres thématiques que le travail a abordé. Ça, on en est certaine. Il y a plein d'endroits où la question de la prise de parole des femmes, à la fois dans la vie privée et dans la vie publique, est à questionner. Et donc voilà, on pense qu'on peut encore aussi aller travailler et avancer vers d'autres segments
petit à petit. Ce business model, on veut qu'il puisse nous permettre vraiment de garantir une rémunération équitable à toutes les contributrices du projet. Et donc pour ça, Emma l'a évoqué, on envisage de partir sur une offre freemium, et également de proposer une possibilité de marrainage. J'ai terminé mon master en journalisme avant les années 2000, donc je suis encore très fiche. Et pourtant, nous, ce qu'on veut faire, c'est sortir une solution mobile innovante et ambitieuse. Aujourd'hui, on en est encore à vérifier et à consolider les hypothèses techniques et de diffusion. Mais globalement, je ne sais pas si vous connaissez Petit Bambou, l'application de méditation. Voilà, nous, on ambitionne rien de moins que de devenir le petit bambou féministe de la prise de parole. Et tout ça pourquoi ? Eh ben, pas juste pour le plaisir, c'est parce que vraiment, on souhaite concrètement participer à une société où, loin de tout formatage, chaque femme pourrait trouver sa place et sa voix. On vous remercie d'avoir écouté les nôtres et on reste à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci toutes les trois. Ça va ? Bien. Ça va. En fait, on a écouté Doha juste avant, donc un petit S'appliquer peu ses propres principes et écouter ses propres besoins. J'imagine que ça fait écho aussi à pas mal de choses chez vous, les partenaires. Corinne Boulanger, vous avez été interpellée dans le courant du pitch. J'imagine que ça rentre aussi en résonance avec des besoins qui ont été identifiés par la RTBF. Est-ce que j'avais conscience d'eux, puisque vous avez posé la question tout à l'heure? Je ne l'avais pas conceptualisé, mais est-ce que j'ai vécu? Oui. Donc oui. Il y a comme une évidence dans ce que vous évoquez là. Et en même temps, et pour être une consommatrice de petits bambous aussi, petit bambou, il n'est jamais là quand j'en ai besoin. À savoir quand, là maintenant, je suis interrompue. Donc comment vous pourriez ne pas faillir là où petit bambou faillit? Je vais répondre. Mais le principe, je pratique aussi petit bambou. La méditation, le truc, c'est que ça dure un certain temps. C'est pas 3 minutes de podcast. Donc voilà, c'est limite un peu un mode de vie aussi. Nous, ce qu'on propose vraiment, ce sont des trucs très très courts, pratiques. Donc Doha, forcément, on a mis qu'un extrait, mais ce podcast-là, il fait 3 minutes, il ne fait pas plus. Donc 3 minutes dans les coulisses, 3 minutes avant une réunion dans les toilettes, etc., ça marche vraiment, voilà, ça peut fonctionner. Moi, personnellement, j'ai écouté, j'ai fait tout à l'heure 5 minutes de cohérence cardiaque, mon cœur, il est zen, quoi. Voilà, donc c'est des petits outils comme ça dont on a besoin. Alors nous, évidemment, on ne va pas les produire, on va produire des choses qui enrobent, etc., parce que ce n'est pas notre métier, mais on a vraiment tout un réseau de coachs, d'experts, de formatrices, etc., qui sont des pépites et qui, elles, ont des outils vraiment top. Vas-y. Et alors aussi, si je puis me permettre, nous, je pense aussi que la force de cette app, c'est qu'on ait ces deux concepts-là. Donc le concept du j'ai besoin, je vais rentrer là dans 5 minutes en réunion, je suis stressée ou je dois faire un pitch, j'ai besoin d'un conseil tout de suite, maintenant, court, to the point pour me calmer. Et d'un autre côté, proposer aussi des podcasts plus longs, qui durent plus longtemps. Et là, du coup, ce serait payant, par exemple. Parce que ça demande plus d'investissement, parce que ça demande plus de montage. Et voilà, c'était ça, ce à quoi on faisait référence dans la logique freemium. C'était vraiment proposer ces deux aspects, ton coach en poche, direct quand on a besoin. Mais d'un autre côté, si c'est le soir chez toi, tu as une grosse préparation le lendemain, tu veux te poser, tu peux l'écouter et il y a plus de contenu. Oui, par ailleurs, là, on vous a passé un extrait qui est lié à la relaxation, mais il y a aussi des choses qui seront liées à des techniques de répartie. Alors évidemment, on ne pourra pas sortir son smartphone face au malotru qui nous interrompt, mais en tout cas, voilà. Et alors, ce qui est très important pour nous aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui existent au niveau de la prise de parole. Sur YouTube, il y a des formations, il y a des séminaires, etc. Il y a des coachs, mais pas forcément en mettant en avant des valeurs féministes. Par exemple, si vous tapez technique de répartie dans Google, vous allez trouver des trucs super qui vous disent, en numéro 2, rentrez dans une réunion comme si vous alliez à la guerre. Non, en fait, c'est pas ça. La parole et l'écoute, qui est le corollaire de la parole, qu'on veut encourager. Donc oui, il y aura beaucoup de choses différentes dans les speakerines. On a plein d'idées de contenu. Et des expertes aussi.
Et peut-être d'ailleurs l'occasion, peut-être un mot sur cette notion de marrainage qui vous tient à cœur. Ça, c'est Magali qui va l'expliquer. Oui, tu as planté la graine et puis on a toutes les trois. Voilà. On s'est dit, mais puisque l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est pas de faire un outil pour nous faire plaisir, c'est de faire un outil qui change quelque chose pour un maximum de gens. Donc l'idée, c'est qu'on peut évidemment acheter son abonnement à l'appli tous les mois, mais en fait, on a aussi la possibilité d'en prendre 2 et d'en offrir un. Donc soit à une personne qu'on connaît, soit à quelqu'un. Nous, on aura choisi une série d'associations ou de partenaires qui pourraient en bénéficier, mais nous, on s'engage de la même manière quand l'utilisatrice ou l'utilisateur finalement en prend un, on en offre un aussi. Donc, achetez 2, offrez 2. Voilà. C'est le principe aussi de créer une grande communauté et de faire bénéficier d'un maximum, un maximum de monde de cet outil-là, de ce qui deviendra. D'autres questions, d'autres remarques peut-être. Oui, ouais, en fait, moi, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous êtes très focalisé. Et votre projet est top, hein, donc c'est sur la connaissance et qu'il y a ce passage de la connaissance. J'ai intégré la technique et tout ça, et puis je me retrouve face à cette personne-là qui m'interrompt. Et donc le passage de la connaissance à la compétence, ça va être l'enjeu. Et ici, je ne sais pas si vous avez pensé, mais en tout cas, je sens que vous allez créer une communauté, et donc de travailler autour de cette communauté pour justement aller sur l'entraînement, le travail par le corps, par la voix, ouais. Ça fait partie, parce qu'ici on avait un pitch, on ne pouvait pas non plus faire une demi-heure là-dessus, mais ça fait partie des chapitrages auxquels on a pensé dans l'application. La connaissance, oui, donc théorique, par exemple, relaxation, etc. Mais vraiment aussi donner des trucs et astuces, simuler peut-être des situations avec, d'un point de vue technique, genre on est en train de parler, quelqu'un nous interrompt. Comment est-ce qu'on fait genre, pour reprendre la parole? Est-ce que les mimiques sa voix, la tonation de la voix? On peut faire plein de trucs d'un point de vue technique à ce niveau-là. Et c'est ça aussi qu'on parlait vraiment de tips et de trucs et astuces qu'on pourrait avoir de manière quasiment peut-être instantanée en fait. Ici, pas seulement un podcast sur la théorie. J'ai failli interrompre. Ouais, je pensais que tu avais fini. Tu respirais. Non, oui, en fait, on focalise beaucoup sur l'application. Mais il y a d'autres choses autour. Donc, dans cette communauté et dans toutes les applications qu'on peut proposer, il y a aussi des séminaires, des workshops, etc. Donc, ça, c'est prévu. Et voilà, il y a des tas de possibilités. Maintenant, on va voir jusqu'où vous, peut-être, ou d'autres nous accompagner pour les développer. Merci à vous trois. Merci à vous tous. Merci. Merci à tous. On peut vous applaudir. On accueille maintenant Romain et Jean. C'est à vous. Merci, bravo au Speakerine. Bonjour à tous, nous sommes ravis d'être enfin là devant vous pour présenter ce projet. Donc, je m'appelle Romain Gusteau, voici Jean Materne. Et avant toute chose, nous voudrions vous parler de 3 chiffres clés. Tout d'abord, vous pouvez le voir, 63% des 16-34 ans estiment que l'information qu'ils voient est trop négative, voire même anxiogène. Ensuite, 70% de cette même tranche d'âge suit l'actualité principalement par les réseaux sociaux et aussi reste sur ces plateformes-là. Enfin, 51%, cette fois-ci des 16-64 ans, veulent plus d'informations sur l'écologie et le climat, des sujets qu'ils estiment cruciaux et qui ne sont pas assez reflétés dans les médias actuellement. Ces chiffres proviennent de la Régie Média belge et d'autres instituts de sondage, mais ils ne sont pas abstraits. À travers de nombreuses interviews que nous avons effectuées au cours des 6 dernières semaines, nous avons pu confirmer ces tendances et parler avec des personnes, avoir vraiment leur ressenti qui va dans ce sens-là. Ils nous ont fait part du fait qu'ils se sentent effectivement impuissants face aux enjeux actuels de notre époque, mais aussi, surtout, qu'ils aimeraient être eux-mêmes acteurs de l'information. C'est pour ça qu'avec notre SBL Resolve Europe, nous aimerions les emmener vers une information positive et participative. Notre but est vraiment de mettre l'audience au cœur de la création de l'information. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de Céline et de Ethan, 2 jeunes Belges. Alors, Céline a 18 ans, Ethan en a 27. Ils ne se connaissent pas du tout, mais ils ont pourtant plusieurs points en commun.
Donc, premièrement, ils aiment bien tout ce qui parle d'écologie, de climat, et ils se renseignent sur cette thématique sur les réseaux sociaux. Ça fait déjà bien longtemps qu'ils n'ont plus regardé un journal télévisé, qu'ils n'ont plus écouté la radio, ou alors qu'ils n'ont pas tourné un journal papier. Et donc, une belle journée, Céline tombe sur une story Instagram qui l'interpelle quand même. Une phrase qui lui dit, voilà, des informations sur l'écologie et le climat, ben, dites-nous ce dont vous avez envie. Vous préférez plutôt la biodiversité, qu'on parle de la biodiversité, ou alors le zéro déchet. Et donc, elle trouve ce concept quand même, cette approche quand même assez intéressante, parce qu'on vient lui demander, ok, qu'est-ce que vous voulez savoir en plus et sur quel thème? Donc, toujours sur la thématique de l'écologie dans ce cas-ci. Donc, ça l'intéresse vraiment. Et donc, elle répond au sondage. Pour ensuite, après, comme elle trouve ça intéressant, elle publie, elle repartage la story sur son propre compte. Alors, allons plutôt du côté de Ethan maintenant, qui lui, quelques jours plus tard, aperçoit un post Instagram qui l'interpelle également. Il est un peu spécial ce post, il lui dit « Ok, vous avez choisi le thème de la biodiversité la dernière fois, ben maintenant, ok, est-ce que vous connaissez des solutions qui pourraient aider la biodiversité? Et si oui, partagez-les avec nous. » Et en fait, Ethan, il connaît justement son voisin à côté, qui lui, en fait, a créé dans son jardin une sorte de petit hôpital pour les pollinisateurs et les abeilles. Et donc, il trouve ça vraiment génial, il trouve que c'est une bonne initiative, et il veut le partager, et il le fait. Et donc, en fait, ce sont ces solutions qui vont permettre de créer du contenu qui va se retrouver par la suite, sur les plateformes des médias. Et effectivement, c'est quelques jours plus tard, Ethan et Céline voient sur leur fil d'actualité un nouveau post qui leur dit « Eh ben voilà, vous nous avez dit vous vouliez parler de biodiversité, vous avez donné votre solution, eh ben maintenant venez montrer ce que vous savez, venez voir ce que vous savez, et donc pour ça, rendez-vous sur la plateforme. » Et donc, c'est de cette manière que les utilisateurs en fait, vont découvrir ce que le contenu que propose Resolve. C'est un mélange entre des informations et des outils interactifs qui permettent de booster l'engagement et la capacité, la possibilité d'interagir dans le processus de création de l'information. Merci Jean. Comme vous l'avez vu et entendu, nous pensons que l'audience a la solution. En effet, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est ce processus, c'est ces étapes que nous voulons faire, que nous voulons donner à l'audience, à laquelle nous voulons que l'audience participe. Voilà. Vous l'avez compris, le public cible, nous nous adressons surtout aux jeunes entre 16 et 34 ans qui sont déjà sensibilisés à ces thématiques et qui consomment l'information sur les réseaux sociaux. Nous avons estimé à la grosse louche qu'en Belgique francophone, ça pourrait toucher jusqu'à environ 200 000 personnes. Mais bien sûr, il y a un tunnel de conversion et d'engagement qui devra se faire. Vous avez vu par exemple que Ethan est déjà plus engagé, participe déjà plus investi que Céline. En termes de validation, nous avons donc conduit une série d'interviews et de tests et nous avons eu des retours très positifs. Nous avons déjà eu des relais d'influenceurs, comme speakerines, d'influenceuses. Et nous avons aussi eu des jeunes très actifs dans cet écosystème qui ont partagé nos stories ou qui ont répondu à nos questions, à nos sondages ou qui ont proposé des solutions. Pour l'instant, comme l'a expliqué Jean, nous nous sommes concentrés sur Instagram dans les quelques jours, quelques semaines que nous avons ici. Mais nous avons aussi commencé à poster du contenu sur Facebook, sur Twitter et nous le ferons bientôt aussi sur TikTok. Justement, en termes de next steps, de prochaines étapes, nous voulons aller jusqu'au bout de ce premier processus et donc proposer effectivement, aller explorer, aller enquêter sur les quelques solutions que on nous a proposées et produire du contenu sur la biodiversité pour commencer à travers des petites capsules audio, vidéo et écrit. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là, évidemment. Nous aimerions aussi aborder d'autres sujets, d'autres solutions, et pouvoir le faire avec les premiers utilisateurs que nous avons touchés, que nous avons engagés, mais aussi continuer à élargir cette audience. Tout ça, évidemment, a un coût et demande pas mal de ressources humaines.
ici, pour être assez pratique, en termes de business model, donc notre idée n'est pas d'être un nouveau média indépendant qui viendrait s'ajouter à de nombreux médias qui sont déjà présents et de qualité. Nous voudrions plutôt de construire du contenu pour eux et avec eux, et évidemment avec leur audience. Donc nous serions plus à la croisée d'une agence éditoriale et d'une boîte de production. Rapidement, nous avons fait un peu des estimations en termes de coûts et de revenus. Pour les coûts, les étapes et le processus que Jean a présenté, l'histoire, nous avons estimé que pour produire ça sur environ 2-3 mois, ça coûterait aux alentours de 15 000 €. Pour couvrir ces coûts, évidemment, cette proposition est tout à fait modulable et peut s'adapter aux clients, à l'audience, aux envies. Donc c'était juste un exemple. Mais pour couvrir ces coûts, qui seront de toute façon là à un moment, en termes de revenus, nous aimerions nous baser donc sur principalement des commandes de clients, des clients qui peuvent être variés, ça peut être des médias, ça peut être aussi des ONG, des associations, ça peut être des fondations. Nous allons aussi voir si possible d'avoir des subsides au niveau belge, au niveau national, mais aussi au niveau européen, parce que notre projet a aussi une dimension européenne. Et voilà, nous avons d'autres pistes comme des sponsors, tout en gardant la neutralité éditoriale, des membres et du crowdfunding. Et dernièrement, nous voulions aussi vous parler des ressources déjà en place. L'ASBL Resolve Europe a donc été créée il y a 2 ans. Et pour l'instant, il y a 6 personnes qui sont impliquées sur ce projet, avec des profils différents, dont on pourra parler plus tard. Nous avons aussi un réseau de freelancers, de pigistes en Belgique et des relais donc, dans différents pays européens. Nous avons déjà des partenaires, des médias partenaires qui sont prêts à travailler avec nous en Allemagne, en Pologne et même jusqu'en dehors de l'Europe, au Sénégal. Nous aimerions donc construire quelque chose avec eux, mais aussi avec vous. Alors voilà, donc nous, on a mené nos interviews et nos recherches sur une petite audience. Parce que voilà, on avait accès seulement à une petite audience et on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des besoins qui étaient communs à toutes les personnes avec qui on a parlé. Et donc, ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est aller au-delà, s'attaquer en quelque sorte à une audience un peu plus grande. Et donc ça, pourquoi pas avec vous, médias, partenaires, voilà. Et donc ça, ce qu'on vous propose, c'est d'en reparler lors d'une réunion, plus tard, pourquoi pas en organiser une. Et donc voilà, mais en attendant, pourquoi pas autour d'un verre après les séances. Merci. Merci. Gardez les micros. Gardez les micros. Merci, merci vous deux. Des remarques, des questions, des choses qui rentrent. C'est compliqué de savoir par quel bout il faut le prendre, hein, cet aspect collaboratif dans l'information. C'est parfois une chasse gardée, c'est parfois aussi quelque chose où beaucoup de gens aujourd'hui produisent de l'information de qualité, mais sans être journaliste. C'est quelque chose que Philippe, par exemple, à ma télé, vous expérimentez presque tous les jours. Des groupes Facebook, vous en avez plein aujourd'hui. Oui, je vais dire que ça fait partie de l'ADN des gens qui travaillent dans notre média de proximité. Donc l'expérimentation, l'essai-erreur, je vais dire, je dis souvent, on a une équipe de journalistes qui sont décomplexés. Donc ils osent faire des choses et ils osent se permettre de rater des choses dans leurs expériences. Et donc c'est sûr qu'une approche telle que celle-là, elle rencontre un peu nos réflexes et notre façon de faire au quotidien. Donc c'est sans doute intéressant qu'on puisse continuer une fois plus largement avec l'équipe à partager sur votre travail à l'heure actuelle, quoi. Voilà un appel du pied qui ne restera pas sans suite. Du côté des coachs éventuellement, ou Sébastien, Corinne, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. J'ai juste une question. Comment vous envisagez la relation Est-ce que vous avez testé auprès de médias existants? Comment s'organise la relation? On vous appelle en disant on a un besoin sur telle thématique comment concrètement vous envisagez la relation, tout en sachant que pour l'expérience que j'en ai, outsourcer la mainmise éditoriale, c'est pas quelque chose de facile. C'est principalement une discussion au final. Les sujets, les idées peuvent venir autant du média que de Resolve, et c'est une discussion entre les deux. Maintenant, oui, c'est principalement, si tu veux rajouter.
Oui, non, tout à fait. Mais on a donc déjà pu conduire certaines interviews. On a parlé avec la RTBF, avec ma télé, et on a aussi vu qu'il y avait ce besoin, peut-être, de faire certaines choses différemment, parce que, comme vous l'avez dit, il y a une certaine mainmise, mais il me semble que, et ce qu'on a pu voir par les interviews en parlant à une audience un peu plus jeune, c'est qu'il y a un besoin d'être acteur, de participer, et peut-être justement que cette approche, on va passer à l'anglais, mais top-down, donc qui vient d'en haut, où le journaliste décide, voilà le sujet que vous devez lire, vous l'aimez ou pas, il est là, c'est ça qu'on propose, ou ce documentaire d'1 heure, on l'a produit avant de savoir si ça va vous intéresser. Ce qu'on a pu ressentir, et aussi dans notre entourage, les amis, les gens à qui on parle, c'est qu'ils aimeraient avoir une approche qui s'inverse et donc eux-mêmes proposer des solutions, donc à la fois des sujets, mais aussi que les journalistes, que les médias s'intéressent à ce qu'eux voient au quotidien autour d'eux. Parce que par exemple le climat, l'environnement, l'écologie, souvent c'est pris sous un angle, comme on l'a dit, peut-être anxiogène, ou c'est un sujet global, mais les gens au quotidien voient des solutions, voient des actions qui se passent vraiment autour d'eux, ou même qui peuvent se passer au niveau local, mais à l'autre bout de l'Europe. Et donc, ils ont envie d'entendre parler de ça. Et donc, ça fait partie de ce courant de journalisme de solution, journalisme constructif, qui ne s'arrête pas aux problèmes ou aux événements, mais qui va une étape plus loin et qui montre aussi les solutions, les acteurs, les initiatives de terrain qui sont déjà en train d'agir pour améliorer les choses. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est l'approche qu'on a, c'est la voulu quadrature du développer. cercle, hein, par rapport à l'information, c'est toujours difficile de savoir effectivement. Et donc en termes de comment on approcherait les médias, mais donc, évidemment, nous, on veut être proactifs, donc on irait sans doute voir un certain nombre de médias proposer, comme on l'a dit, on va sans doute créer une petite partie du contenu de notre côté aussi pour voir les réactions. On pensait à une newsletter, on pensait voilà, on va créer des petites capsules, mais pour cette audience, toucher cette audience plus large, on va évidemment essayer d'avoir des réunions de travail, comme l'a dit Jean, pour essayer de construire ça ensemble. Oui, il y a une question de Milan là-bas. J'ai une question un peu bête et méchante. Je vous présente mes excuses d'avance. Mais si vous cherchez à toucher les ados et les jeunes adultes, pourquoi être sur Facebook ? Mais en fait, on s'est posé la question, mais pour la participation, Instagram quand même permet d'envoyer des messages et est assez unilatéral. Enfin, c'est une conversation un peu dans un sens, dans l'autre. Sur les groupes Facebook, on a par exemple, c'est le groupe Rise for Climate Belgium. Je crois qu'il y a 10 000 personnes dessus, tout âge confondu, et on a posté la même question, donc quel est le sujet qui vous intéresse, puis quelles sont les solutions, et il y a eu, dans ce qu'on a expérimenté, plus de retours, parce que c'est un groupe qui est déjà actif sur ces sujets-là. Donc je crois qu'il y a une complémentarité entre les réseaux, et on pourrait s'adapter évidemment à chaque réseau, chaque public. Merci vous deux, on vous applaudit encore. Merci. Merci. Et on cède la parole à Mallory et à Cédric. C'est à vous. À Cédric plutôt. Ouais. Bonjour à tous, on n'est pas ici pour relancer MySpace, ne vous inquiétez pas. Mallory, Cédric. En fait, on voudrait s'adresser aux parents et aux jeunes parents. Est-ce que vous êtes soucieux du fait de voir vos enfants arriver ou utiliser les réseaux sociaux ? Personnellement, j'ai 2 ados, et il y a quelques années, quand j'ai installé l'application Snapchat pour une de mes filles, je me suis amusé à lui expliquer les astuces et tout ça, et je me suis pris au jeu, et du coup j'ai cette idée qui est apparue. Elle a traîné 3 ans dans ma tête, en fait, et un beau jour, il y a Pilote Média qui est arrivé, et j'ai postulé avec cette grande idée, en fait. Est-ce qu'on pourrait éduquer les parents et les enfants aux réseaux sociaux de la bonne manière, d'une façon positive, en fait. Et donc l'idée a évolué dans Pilote Média, avec Mallory qui m'a rejoint. Malgré nos 20 ans d'écart, en fait, on a réussi à vraiment trouver une synergie, à faire avancer le projet de la bonne façon. Et donc c'est vraiment le but d'utiliser nos 2 expériences qui sont différentes mais assez complémentaires. Ouais, une épée en carton aussi et des cerveaux dégoulinants d'idées pour aider les gens de la bonne façon parce que c'est pas sale en fait les réseaux sociaux, donc voilà. Enfin pas tout le temps, hein, quand même. Voilà. Parce qu'à un moment les enfants en fait ils grandissent, ils vivent leur vie, ils font leur propre expérience et puis un beau jour ils débarquent comme des touristes sur les réseaux sociaux, sans guide, sans rien, les mains dans les poches.
Et voilà, nous on fait des conneries sur les réseaux sociaux. Alors vous imaginez les enfants de 13 ans, voire moins parfois. C'est absolument n'importe quoi parfois. D'où l'utilité de notre projet intitulé Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Des autres. Et donc, pour voir si ça intéressait un public, Ouais. on a rencontré plus de 20 personnes au profil assez différents. Oui, des profs, des élèves, une psy. Elle croisait des gens dans le train, elle leur parlait, enfin voilà quoi. Et donc tout ça a confirmé notre hypothèse de départ. Il y a des cours pour les nouveaux médias, mais il n'y a pas de formation pour les réseaux sociaux en fait. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas tout ça. On veut faire quelque chose en fait sans être des donneurs de leçons et on veut le faire à notre manière, ludique et drôle. Comme ça, les enfants et les parents seraient outillés, confiants pour se lancer dans le grand bain des réseaux sociaux. Voilà. Et on est 2 personnes qui sont assez créatives. Donc on s'est dit pourquoi pas utiliser en fait les réseaux sociaux pour sensibiliser à leur bonne utilisation. Et Donc du coup, on a un compte TikTok. On a fait un compte TikTok. On voulait pas trop le dire, mais... Non, on a fait un compte TikTok où on a créé une vidéo en fait. Et ce qu'on a fait avec la vidéo, c'est qu'on a pris une situation des réseaux sociaux, on l'a transposée dans la vie réelle pour montrer en fait qu'une situation absurde ou dangereuse peut arriver sur les réseaux sociaux. Donc voilà. C'est vraiment pour donner une prise de conscience aux gens de ne pas faire n'importe quoi. Ensuite, on a lancé un compte Instagram aussi. Où on a mis des mèmes, où on a mis des questions. On a remis notre vidéo parce qu'on aime vraiment beaucoup. Mis à part le fait qu'on nous a dit qu'on était d'excellents acteurs, on a eu beaucoup de retours et beaucoup de commentaires positifs. Ensuite, on a lancé une page Facebook, un WordPress. Voilà, pour se présenter, ouais, pour se présenter quoi, pour pas qu'ils croient qu'on est des gens un peu bizarres qui viennent de nulle part. Donc en fait, on a 2 approches pour notre business model. En fait, on a une approche gratuite où on veut aller sur les réseaux sociaux pour poster des choses comme ça. C'est magnifique. On va aller sur les réseaux pour toucher vraiment un large public d'une façon amusante et tout ça. Et pour ça, en fait, on aimerait avoir des sponsors ou contacter Mark Zuckerberg vu qu'il possède la majorité des réseaux sociaux, ou aller chercher des subsides à la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou par exemple parler à la RTBF, qui en tant que service public a une mission d'éducation. Avec des magnifiques vidéos comme ça ne peut que marcher. Vas-y. On s'est dit que ce partenariat pourrait nous aider à booster en fait notre production audiovisuelle, et on réfléchit d'ailleurs même à des idées de podcast pour parler de toutes les dérives qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Je pense justement au cyberharcèlement. Ouais. Voilà. Et en attendant, on ne s'arrête pas, on va continuer à poster des vidéos. On en poste encore une avant la fin juin et on va encore en faire 3 durant les grandes vacances parce que ça nous amuse bien. Et pour ce qui est de l'offre payante, en fait, on a le projet d'aller dans les écoles pour proposer des ateliers et des jeux de sensibilisation ainsi que des formations parents-enfants. Voilà. Et grâce à notre énorme réseau, on a déjà eu quelques petites touches, quelques contacts assez intéressants. Donc s'il y a des établissements ou des associations qui veulent tenter l'expérience, n'hésitez pas à nous contacter. On est là, on est en vacances. Je crois, ouais, c'est ça. Et on n'a pas de boulot. Non, voilà. On attend. Voilà, tout ça pour vous dire qu'avant, il y avait des cours de secourisme et de flûte à l'école. Et il faut remplacer ça par des cours pour les réseaux sociaux, par exemple. Ce serait un chouette délire. Utile. Donc on veut vraiment aller au contact des enfants, des adultes et les épauler, quel que soit le support. Donc si vous êtes parents, n'hésitez pas à nous suivre ou à nous poser des questions, n'importe quoi. Le monde des réseaux sociaux, c'est très vaste et on est persuadé que notre projet est vital dans la société actuelle. On est convaincu de le faire d'une façon positive et ludique. Pas négatif. Les réseaux sociaux, c'est pas un milieu négatif, c'est un chouette terrain de jeu si on l'emploie bien. Et maintenant, on a juste 2 mots pour terminer, très optimiste. Voilà. Tout à fait. C'est tout. Au revoir. Ça, c'est fait. Cédric a deux doigts de lâcher le micro. Merci. Merci tous les 2. Merci beaucoup. Desma ? Première question. Prends un micro. Date de spectacle. Vraiment, c'est privé. On va reposer la question pour les spectateurs. Vos dates de spectacle pour le Two Man Show ?
On potasse les dates, on potasse les dates. Oui, Milan. Il y a encore. Bonjour Milan. Bonjour. Il y a peut-être des choses à regarder justement pour un partenariat avec le pavillon parce que pour le moment on fait des ateliers d'initiation au numérique, mais comme on cherche à interpeller et à rendre accessibles toutes ces technologies, j'ai vraiment l'impression que des ateliers justement de bonne gestion de cet outil numérique que les gosses ont tout le temps en main, c'est-à-dire le téléphone de leurs parents avant qu'ils en aient un, ça pourrait vraiment faire sens. Donc on peut... du coup, je vais vous donner plein de contacts. D'accord. Ouais, on est moins soucieux d'un coup. Là, ouais. On se dit que la route est bonne, quoi. Donc voilà. Évidemment, appel du pied a été fait à des médias. Je ne sais pas, Corinne ou Philippe, ce que vous en pensez. Le mot de cyberharcèlement a été évoqué et il est dans l'actu. Il y a eu un documentaire d'ailleurs qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Florence Henault avec Myriam Leroy qui en parlait de manière très, très frappante et très importante, je pense aussi. Mais cette approche positive et ludique, c'est assez nouveau, ça, non, de le prendre de cette façon-là? Peut-être, oui. En tout cas, qu'il y ait une problématique, oui, en effet, c'est sûr. Qu'il y ait le besoin de faire quelque chose, ça, c'est sûr. Et c'est vrai que moi, je m'interroge sur quel est le bon ton à trouver pour trouver quel public aussi. Parce que est-ce que parler aux parents et aux enfants, c'est la bonne manière de faire? Ou est-ce qu'il ne faut pas trouver le moyen de mettre le pied dans la porte des enfants? On sait souvent que quand on doit apprendre quelque chose aux enfants, il faut surtout qu'ils aient l'impression que ce ne soit pas leurs parents qui le leur apprennent. Mais je n'ai pas la réponse. Mais quoi qu'il en soit, la question de savoir comment on touche les gamins par rapport à ces enjeux-là, est-ce que la réponse du ton, je ne sais pas, comment vous allez développer ça avec eux pour être certain de rentrer dans leur oreille à eux et que eux entrent en compétence par rapport à... Parce que c'est une chose que de savoir. Moi, je leur dis aussi toujours, attention, mais oui, je sais. Mais je sais qu'ils vont tomber dedans aussi. Donc, voilà, quel ton et comment les amener à la compétence au-delà de la prise de conscience des risques? Pour moi, c'est en discutant avec eux et avec un certain manque de maturité, de voir un mec de 45 ans en Bermuda jouer à Instagram dans la vraie vie. Voilà, je me dis que le côté humoristique peut aussi amener une touche, quoi. Je l'ai montré à mes filles, elles l'ont partagé avec leurs amis. Apparemment, ça a bien été, mais voilà, quoi. Donc, c'est sympa, quoi. C'est ça, je pense que ce qui est important, c'est d'utiliser les mêmes codes que la jeune génération. Et forcément, ça passe par tous ces nouveaux réseaux sociaux. TikTok, qui est le premier pour les 13-18 ans, je vais dire. Et notre approche, elle est, je pense, complémentaire dans le sens où il y a le côté éducatif via les formations qu'on voudrait proposer à des établissements scolaires. Mais vraiment, l'approche médiatique, c'est aussi, je pense, ce qui pourrait permettre de toucher les plus jeunes. Et donc ce sera à la fois par du contenu audiovisuel pour vraiment aller les chercher sur les plateformes qu'ils utilisent quotidiennement en fait. Et aussi intégrer les parents. Peut-être là c'est un peu plus un public pour les plus jeunes enfants, ceux qui n'ont pas encore commencé sur les réseaux sociaux, pour proposer de l'audio. Parce que les parents écoutent assez souvent des podcasts, etc. Et on remarque aussi que les enfants sont intéressés par le son. Donc ce serait peut-être une approche ludique avec des personnages. En fait, on a aussi la mascotte qu'on avait, le petit chien, c'est le chien de Cédric. Et si tu nous regardes. On voulait utiliser ça. Ouais, mais c'est le truc, c'est qu'on va comprendre ce qui les fait marrer en allant parler avec eux. Donc, moi j'écoute beaucoup mes filles, on parle des réseaux sociaux avec mes filles. Et voilà, c'est comme ça que je comprends des choses aussi, et que je les prends, ou alors elles sont toujours étonnées quand je leur parle de TikTok. Je suis pas supposé être sur TikTok, mais qu'est-ce que je fais là et tout ça. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi, quoi. C'est vraiment une boucle, quoi. Les coachs, Laurent, Benoît aussi, qui sont dans le coin, le fait dans le processus d'accompagnement d'un projet comme celui-là, Cédric vient d'en parler, le fait de s'attaquer à un problème qu'on a soi d'abord, de se dire là j'ai des gamins, j'ai peur d'être sur les réseaux sociaux et en plus en faire mon métier, d'être un cordonnier mal chaussé.
Laurent, tu as des enfants, Joris, tu as des gamins, David, tu as des gamins, on est tous confrontés à ça. Comment, dans l'accompagnement de ce genre de projet-là, comment, en plus avec des personnalités assez fortes dans la boucle, comment toi, Laurent, par exemple, tu as vécu l'évolution de ce projet-là quand tu les as accompagnés? J'ai envie de dire, évidemment, on s'identifie. Oui, moi j'ai 3 filles, une ado, encore deux petites. C'est ça qui est génial, justement. On utilise une méthode une méthodologie qui est hyper pratique et confrontante. Et en étant impliqué ou en pouvant se reconnaître dans la problématique, c'est d'autant plus simple, on va dire, d'avancer en testant, en identifiant les bonnes questions, les hypothèses et tout. Toujours avec la difficulté de ne pas trop s'identifier, mais là on est plusieurs justement et ça fonctionne pas trop mal. Mais oui, mais c'est génial justement d'avoir des projets qui sont aussi proches quelque part de notre vie de tous les jours et de nos préoccupations. Merci. Merci à vous deux. S'il n'y a pas d'autres remarques, d'autres questions, on va enchaîner. Ah, je vois David là-bas. Ouais. Non, c'est pour pas faire trop long, juste sur le business model. C'est le plus dur. J'ai tout fait pour ne pas. C'est pour ça que j'ai hésité. Hein. Contenu gratuit en ligne, contenu payant en physique dans des ateliers, des conférences, ou c'est plus que ça aujourd'hui dans vos premières pistes, dans vos premières idées? Non, c'est ça. C'est bien, donc je l'ai bien résumé. Quoi. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Le truc, c'est qu'on, tu vois, on a fait les trucs sur les réseaux sociaux, ça nous fait juste marrer de les faire, en fait, tu vois. Enfin voilà, donc pour le moment, ça nous fait juste marrer, quoi. Elle est venue chez moi une après-midi, on s'est amusé à le faire, et voilà, on en a fait 2. On en prépare une autre. Ouais, mais donc voilà, après dans les écoles, oui, ce sera payant et tout ça, quoi. C'est ça aussi qui va être super amusant à créer, quoi. Vous avez comme un gros potentiel de stand-up tous les deux. Et sur ce sujet, effectivement, c'est qu'il y a les programmations de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'appellent notamment Arévi, hein, qui sont donc des artistes plus, donc avec du contenu intéressant pour lequel je suis sûr un concept comme le vôtre auquel il pourrait prétendre. Cool. Merci. Merci beaucoup. C'est au tour maintenant de Marie-Aline et Wissem de prendre la parole. On va vous filer les micros. C'est à vous. Vous allez pas taper le rythme avec moi, ok? Bah c'est pas mal, hein? C'est pas mal. En fait, là, ce que vous venez de faire, hein, c'est ce rythme-là, en fait. Vous venez de faire 8 doubles croches introduites par une Anna Cruz, suivies d'une croche d'un demi-temps, d'un quart de soupir, d'un quart de temps, de 3 doubles croches. Et tout ça, vous l'avez fait 2 fois, 3 fois même. Franchement, bravo. Alors retenez ce rythme, parce que ça va vous être utile par la suite. La musique touche tout le monde, mais tout le monde ne touche pas à la musique. Pourquoi ? À l'heure actuelle, on peut se lancer dans l'apprentissage de la musique via le côté plus traditionnel, avec des structures comme l'académie, le conservatoire, avec un apprentissage qui peut sembler long, un peu flexible, avec des contraintes horaires aussi, ou de longues listes d'attente. On a aussi le côté online, avec diverses applications qui émergent et où l'internaute se retrouve seul et avec surtout des promesses irréalistes comme « en 2 jours, vous allez devenir Mozart ».
Alors nous, on a voulu trouver un équilibre, le juste équilibre. Et ce juste équilibre, on a voulu le traduire par un service qui s'adapte aux besoins, au profil et à la demande des personnes. Notre devise à nous, c'est jouer pour apprendre, apprendre pour jouer. En fait, pour remplacer l'omniprésence du professeur et au lieu de laisser l'élève tout seul dans une jungle numérique, la réponse qu'on propose, nous, c'est de rendre l'élève addict à l'apprentissage, et ça par le jeu. Alors la solution qu'on a construite avec Marie-Aline, c'est c'est Ludopia. Alors Ludopia, c'est quoi? Ludopia, c'est une boîte à outils hybride, numérique, mais avec un support humain. Cette plateforme, elle a pour but d'apporter une réponse adaptée aux différents profils, aux différents besoins. Alors comment ça fonctionne concrètement? Tout élève commence son apprentissage par un accompagnement de 4 à 6 semaines avec le professeur afin de déterminer ensemble le projet d'apprentissage. À la suite de cette période de 4 à 6 semaines, l'élève évolue en autonomie à l'aide d'une série d'outils dont le jeu sera central. Parmi tous ces outils, il va y avoir des jeux de société, comme celui-ci. On pourra les commander en ligne. Il va y avoir des jeux vidéo, une méthode de piano illustrée, des tutos, un forum pour rassembler la communauté des apprenants, des événements, des concours et même un système de monnaie virtuelle. En résumé, on propose de renverser le modèle de cours traditionnel hebdomadaire pour permettre à l'élève d'être son propre professeur, de reprendre son autonomie. En fait, le professeur n'est plus vraiment le professeur. Il devient un compagnon d'apprentissage, une sorte de stimulateur. L'apprenant peut faire appel à lui lorsqu'il en ressent le besoin, et de l'autre côté, l'équipe pédagogique assure le suivi régulier pour être certain que l'élève s'épanouisse dans son apprentissage. Alors pour construire ce projet, on a été à la recherche de 2 personas et on a interviewé plusieurs personnes. Et donc on avait la maman d'une trentaine d'années qui a des enfants qui sont en quête de nouvelles activités, et l'ado qui est chez ses parents et qui lui recherche des cours de musique adaptés. Et donc à l'issue de ces interviews, même constat, la recherche d'un service adapté aux besoins des gens. Et donc ces interviews nous ont en quelque sorte confortés dans notre proposition, et une proposition de valeur qu'on a voulu aller tester à la rencontre des gens via les réseaux sociaux. On est allé sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Et donc on a publié divers visuels d'une manière un peu décalée pour contrer en fait le cliché lié à l'apprentissage de la musique. Et donc les internautes avaient la possibilité de remplir un formulaire dans lequel ils pouvaient laisser leur adresse mail s'ils souhaitaient plus d'informations ou bénéficier en fait d'un cours gratuit. On a obtenu des résultats assez encourageants avec des publications qui ont suscité beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup de curiosité. En 3 jours, on a eu 150 abonnés sur notre page Facebook. Chaque publication a suscité une moyenne de 400 vues et on a eu aussi quelques formulaires remplis. Alors à l'état actuel, il nous faut encore davantage travailler sur la conversion des gens. Et donc les prochaines semaines, on ira à la rencontre des gens pour voir un peu leurs attentes. On avait donc une intuition, on l'a testée et on l'a validée. Et donc pour mettre tout ça en musique, il va nous falloir parler un peu argent. Donc on a fait quelques recherches par rapport aux 2 tendances qui existent actuellement afin de pouvoir évaluer notre service. Donc au niveau de l'académie, on est sur une base de 190 € pour un adulte et entre 0 et 50 € pour les enfants en dessous de 12 ans. Alors on dit une année, mais en fait quand on a fini d'enlever les congés scolaires, on est à 8 mois. Et ce service représente 25 minutes de cours pour un instrument de musique et l'obligation de suivre 1 heure de théorie par rapport à la musique. L'autre niveau, c'est les méthodes d'apprentissage en ligne avec une option de e-learning pour une moyenne de 20 € par mois et une autre possibilité de suivre des cours individuels hebdomadaires d'une trentaine de minutes pour 100 € par mois. Le modèle qu'on a décidé de proposer pour Ludopia, c'est une base de contenu gratuit. Et ça permet à l'élève de se rendre compte de la qualité qu'on propose avant de s'engager. Ensuite, on a choisi un système d'abonnement avec un tarif de base de 55 € par mois. Et on pense que c'est un bon équilibre entre les 2 possibilités que Marie-Aline vient de citer.
Le prix sera dégressif en fonction de certains paramètres. La personne pourrait prendre un abonnement mensuel, trimestriel ou annuel. Et dans tout ça, il va y avoir tout sera inclus, donc les 4 à 6 premières semaines de cours, l'accès à la boîte à outils en ligne, le suivi assuré pour toute la durée de la formation. Alors derrière l'équipe, autour de ce projet, il y a Marie-Aline. Elle donne des cours de natation, pas de musique, natation pour les enfants. Et elle est passionnée par le sport. Et puis jeune, elle a fait de la musique pendant une dizaine d'années, mais comme pour beaucoup, les contrats de l'académie l'ont obligée à arrêter. C'est aussi une maman qui est bien au courant des besoins des enfants. Ouais, besoin. Alors, Wissem, qui est musicien, il donne des cours de musique depuis 10 ans et il fait l'expérience depuis 3 ans de donner des cours en ligne. Et il défend, lui, une éducation musicale un peu plus moderne et plus adaptée. 2 personnes, 2 points de vue complémentaires avec 2 frustrations différentes. Et c'est ça qui nous a permis, pour 2 approches, d'avoir la quête d'un même objectif. Alors, pour continuer l'aventure de Ludopia, on a des besoins. Tout d'abord, le but, c'est quand même de révolutionner la pédagogie musicale. Rien de moins que ça. Il va falloir communiquer pour ça. On aimerait collaborer avec des médias jeunesse ou d'autres médias pour promouvoir et susciter l'envie d'apprendre la musique. On a aussi des besoins techniques, développement web, gaming, expertise marketing, et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on souhaiterait vraiment y intégrer de l'intelligence artificielle. Ludopia voit loin et on a l'ambition de développer cet outil pour que ça puisse toucher aux autres apprentissages, d'autres instruments, et même plus si affinité. Alors, pour terminer... Oups, c'est pas ça. Ah bah oui. Ah bah vous voyez, hein, vous vous rappelez de ce rythme? Ok. Alors l'idée, c'est qu'on va essayer de le refaire. Je sais que vous ne l'avez pas retenu, donc je vais le refaire une fois. Et puis vous allez essayer de le refaire tout seul. Ok? Vous êtes prêts? Je vois des grands yeux. Okay. Ok, à vous. 2, 3, 4. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le groupe en 2. Ok. Et on va faire un canon. Ben voilà, Beau canon. exactement. Donc, à partir peut-être de... Je coupe la ligne ici, d'accord? Donc on a le groupe 1 qui est ici. Ah ouais, vous n'êtes pas nombreux, hein. Et vous allez être avec moi en plus, c'est le pire. Et le groupe 2, vous allez avec Marie-Aline. Et on va faire un canon, effectivement. Donc Marie-Aline va commencer et puis moi, je vais vous aider. Ok? 3, 4. C'est difficile, hein? On voit que vous avez besoin de vous perfectionner en rythme. Pensez à Ludopia. Merci beaucoup à tous les deux. Des remarques? Des questions? Moi, j'ai une question. Des envies? Vas-y, Mylène. Je m'excuse encore. Je vous présente mes excuses par avance. Vous fait de comptez donc apprentissage de la musique, apprentissage rythmique, apprentissage d'un instrument. Parce que si c'est d'un instrument, il y a quand même un problème par rapport aux académies, c'est le fait de posséder l'instrument. Oui, tout à fait. Sauf si je peux répondre. Ouais. L'idée, justement, c'est de créer une plateforme avec un genre de forum, avec des conseils. Donc ce sera aussi une sorte de média. Évidemment, c'est une plateforme d'apprentissage, un e-learning, mais il y aura aussi toutes sortes d'informations qu'on peut donner aux gens. Et ça, ce seront des informations gratuites, en fait, de savoir comment trouver, quel bon instrument trouver, quelles sont les solutions qui existent. Effectivement, un instrument, c'est parfois cher, mais il y a des solutions. Donc voilà, la location par mois, par exemple, si je pense au piano, c'est quelque chose d'accessible. Donc ça va apparaître dans la plateforme, ouais. Les bons tuyaux, quoi. Les bons tuyaux. D'autres questions? Il y a le côté e-learning de la chose, peut-être, Sébastien, du côté du MIL, l'apprentissage à distance. On sait que la période qu'on vient de vivre a favorisé cet apprentissage à distance. Ce n'est pas tout à fait la même chose non plus.
Clairement pas. Et donc, en tout cas, les études le montrent assez clairement, c'est que l'apprentissage à distance, à un moment donné, ça fait flop parce qu'il y a une lassitude. Donc ici, dans votre proposition, il y a tout ce qui est ludique et pour moi, justement, de faire sortir la musique de l'académie, de l'institution, de la remettre sur le terrain. Enfin, je viens du monde de la musique, donc je suis plus que demandeur de ça, mais ici, justement, comment allez-vous continuer à proposer un contenu qui maintient cet apprentissage à distance, qui fait en sorte que les gamins et les gamines n'abandonnent pas et que les parents continuent aussi à soutenir, quoi. Il y a les deux éléments. On avait déjà une première solution, c'était des défis qu'on lance. Et au bout du compte, le jeune ou le papa ou la maman, hein, parce que franchement, ça peut les toucher aussi. Ils ont ce défi à faire et alors ils viennent montrer en ligne, parce que derrière, il n'y a pas que l'aspect ligne, il y a aussi le prof qui est derrière et donc avec un soutien pour cette continuité. Quoi. Oui. Ouais, alors en fait, moi, il y a 4 ans, j'avais un discours très radical sur les cours en ligne, en fait. Donc je donne cours depuis 10 ans et pour moi c'était hors de question de faire des cours à distance. Et en fait je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant 1 an et les élèves m'ont dit moi j'ai pas envie de changer de méthode, j'ai pas envie de changer de prof, est-ce qu'on peut pas trouver une solution? Et je me suis dit on va faire des tests, on va essayer et pendant 1 an j'ai donné cours à distance. Alors c'est pas du tout la même chose ici parce que les cours à distance que moi je fais c'est des cours en direct. Ici ce qu'on veut faire c'est un peu vraiment changer cette idée de cours, mais que la personne, elle ait une plateforme d'apprentissage, des outils, vraiment, et surtout centrés sur le jeu. On remplace en fait l'idée de discipline du professeur qui est apportée de l'extérieur, et on remplace aussi l'autodiscipline qui est souvent difficile à posséder par cette sorte d'addiction au jeu. Le jeu est addictif. Les jeunes, surtout, on sait bien que c'est un monde ultra important. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir envie d'y retourner, hein, et évidemment avec, comme l'a dit Marie-Aline, un suivi. Et ça c'est ce qui change par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est l'idée de suivi, d'avoir un certain rendez-vous régulier avec le professeur. Ok, je vais vous challenger, je vais te hyper caricature. Vous m'avez promis d'apprendre le violon en 3 semaines, c'est top. Je me prends pour le futur Nigel Kennedy. Je peux faire un concert. Exactement, c'est une bonne question et c'est ce qu'on aimerait bien faire aussi, c'est des événements. Bon, alors évidemment, à distance, on ne sait pas. L'idée, c'est quand même de toucher un public belge, hein, dans un premier temps. Maintenant, si ça touche au niveau international, on verra. Mais l'idée, c'est aussi de créer des événements physiques, donc de pouvoir se rassembler, des événements en ligne, mais aussi physiques. L'idée de créer une communauté, d'avoir des rendez-vous réguliers avec les apprenants, ça peut peut-être créer une sorte de cohésion et de pouvoir proposer des choses physiques. C'est une porte d'entrée, en fait, cette plateforme. Ça peut évidemment donner lieu à des choses tangibles. Ouais. Merci, super, hein, bravo et notamment pour la présentation. C'est quoi, si on se replace dans le développement entrepreneurial, Lean, c'est quoi l'hypothèse la plus critique aujourd'hui et donc votre prochaine étape de validation? L'hypothèse qu'on a relevée, c'était que en fait, la plupart des gens ont des besoins et des envies différentes. Si on réfléchit à la proposition de l'académie, son but, elle a un objectif qui est d'être un enseignement officiel. Et le but, c'est pas, quand on regarde vraiment ce qui est écrit, c'est pas vraiment de répondre à l'envie d'un hobby. C'est fou, hein, mais c'est vrai. Alors que la plupart des gens qui vont à l'académie, c'est qui veulent apprendre la musique, souvent pour son plaisir. Mais on voit qu'il y a une diversité. Et voilà, il y a des gens qui veulent faire du piano et du rap, par exemple. Il y a des gens qui veulent faire leur propre musique. Il y a toutes sortes de besoins différents. Et l'idée avec cette plateforme, c'est vraiment d'essayer de s'adapter. Parce que souvent, les services proposent une vision, mais qui n'est pas adaptée à la personne. Ici, c'est vraiment de s'adapter. Et il y a évidemment le côté scolaire, ce qui revient souvent, le solfège, évidemment. Et donc le prochain truc que vous allez tester, c'est quoi? Ouais. Je la repose. On n'attendit pas.
Évidemment, c'est comme Sébastien l'a dit, c'est l'idée que ça se fasse à distance. C'est vraiment la difficulté et elle est là la difficulté parce que même moi, s'il y a 4 ans, en tant que prof, je trouvais que c'était pas du tout la bonne solution, mais j'ai changé d'avis en ayant testé les choses. Donc ça va être de voir comment les gens se confrontent. Voilà, le Covid va peut-être passer et les choses vont se remettre en présentiel. Et donc, c'est un enjeu. Ouais, tout à fait. On ira près des gens qui ont rempli déjà le formulaire. Et alors, ils auront leur premier essai gratuit. Et on va voir s'ils mordent. Si je peux me permettre, il y a peut-être déjà une première source d'inspiration. C'est au cas où vous auriez participé à un programme d'incubation à distance au cas où. Et qu'il y avait une émulation entre vous et une chouette ambiance ce soir, ça pourrait être quelque chose qui vous inspire pour créer une communauté à distance. Enfin, idée. L'idée est excellente. Bonne idée. Un mot pour terminer sur cette intelligence artificielle dont tu as dit que vous n'avez pas eu le temps d'en parler, mais c'est quoi derrière? Parce que c'est un mot qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui. Comment est-ce que vous imaginez de mettre l'intelligence artificielle au service de l'idée? Alors en fait, le petit bébé de Wissem. Ouais, c'est très important pour moi parce qu'en fait, au départ, je suis parti sur des jeux en fait, au départ, c'était pas du tout virtuel. C'est des jeux de société, des jeux de cartes, etc. qu'on a développés. Et quand je suis parti, à distance, c'était plus compliqué. Et donc j'ai cherché sur le net des jeux virtuels pour pouvoir les utiliser avec les élèves. Et souvent, apprendre la lecture de notes, il faut cliquer en dessous sur Do, machin, etc. Et l'idée de l'intelligence artificielle, c'est que cette plateforme puisse, par exemple, corriger l'élève directement. Donc que l'élève, par exemple, à l'oreille, qui est la vidéo, et puis que le prof dise joue-moi cette note-là, sans la dire, et puis que l'élève essaye de la rejouer. C'est à l'ordinateur de vérifier si c'est juste ou pas. Et ça, c'est dans la réflexion sur l'intelligence artificielle pour ne pas... C'est le problème de la correction, quoi. Donc l'intelligence artificielle va remplacer ce correcteur. Mais c'est à voir. Et l'ordinateur va donc apprendre lui aussi en jouant. Exactement. Exactement. Merci à vous deux. Merci à vous. Et on en profite pour accueillir le dernier projet avec Anaïs, Mélanie, Nicolas, Muriel. On peut vous applaudir. Bonsoir, merci pour cet accueil et je vais tout de suite vous inviter, même si vous avez très soif et que ça ne sera pas très long, à fermer les yeux ici et aussi là-bas chez vous derrière votre ordinateur. Au bout d'un moment, on arrive au bord de l'eau. J'en profite pour retirer mes chaussures. J'adore tremper les pieds dans l'eau fraîche, voire froide des rivières. Ma chienne me suit avec bonheur. Ça fait du bien. Et quand vous êtes prêts, je vous invite à revenir avec nous. Ça va, tout le monde est là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre la route, partir en road trip, en balade, et à un moment, pour une raison ou pour une autre, vous changez de direction. Il y a une bifurcation, il y a un changement d'itinéraire, et vous vous retrouvez dans un endroit que vous ne soupçonniez pas, qui est magnifique, où vous découvrez des personnes, vous faites des rencontres incroyables, vous découvrez des trésors insoupçonnés. Bien, c'est un peu ce qui nous est arrivé tous les quatre. Mélanie, Muriel, Anaïs et moi, durant ces 6 semaines au sein de Pilote Média. Donc 2 journalistes, une juriste et une responsable de communication marketing. On avait dans l'idée de proposer, d'explorer la possibilité d'un podcast et de newsletter consacrés à la route, la culture de la route, sa dimension donc expérientielle, narrative, culturelle, sa dimension poétique, sa dimension aussi esthétique et visuelle, parce qu'elle existe. Et puis, en explorant un petit peu notre public, on s'est rendu compte que dans ce public-là, il y avait une frange qui ne pouvait pas profiter de cette dimension esthétique et visuelle, et qui manquait cruellement cette expérience-là, c'est les non-voyants. Alors, on s'est arrêté et on a rencontré des personnes non-voyantes comme Adrien. Il nous a parlé de sa passion pour les nouvelles technologies, sa passion pour les contenus
audio notamment, de nouvelles technologies, son besoin d'autonomie, donc de dépasser sa déficience visuelle en gagnant en autonomie. On a aussi eu le bonheur de rencontrer Marguerite, qui est devenue, il y a une petite quinzaine d'années, complètement aveugle, fan de road trip, qui nous a parlé de son sentiment de liberté quand elle est sur la route, surtout quand son mari lui décrit ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à regarder, les histoires qu'il y a à raconter, et qu'elle écoute les podcasts de France Inter. Et donc on a un peu gratté, on a vu qu'il y avait 200 000 personnes non-voyantes en Belgique, donc 55% de femmes, 1,7 million en France, Suisse, Canada et Belgique, donc la francophonie, on n'a pas encore calculé pour l'Afrique et la partie francophone de l'Amérique du Sud. Et ce chiffre serait amené à être multiplié par 3 d'ici 2050, ce qui fait quand même une audience assez importante. Et donc, on s'est un peu... on a pris un immense plaisir à imaginer une expérience immersive et sensorielle, donc qui dépose des images de manière auditive à l'esprit et qui fasse gagner en autonomie ces personnes non-voyantes par un système de son binaural. Donc c'est une immersion dans une technologie qui vous permet en fait d'entendre les sons tels que vous les percevez normalement. Et donc on reconstruit un univers sonore, mais aussi visuel. Nous sommes persuadés que le son est le média le plus visuel qui soit. Et donc cette solution que nous vous proposons, c'est autoradio, des balades audio guidées qui peuvent être écoutées soit sur des sentiers en marchant ou dans le confort de votre habitacle dans la voiture. Alors comment on va essayer de faire plonger notre public dans notre univers? Tout d'abord via les réseaux sociaux habituels, parce qu'on est persuadé que c'est en convainquant les personnes qui accompagnent les malvoyants qu'on pourra les toucher eux plus directement. On a aussi des plateformes de diffusion de podcasts qui sont facilement accessibles et qui permettraient de tester notre solution très rapidement. À terme, on aimerait développer une application dédiée avec un système de GPS qui permettrait vraiment de répondre à ce besoin d'autonomie dont on nous a tant parlé, et puis de se diriger vers des applications qui sont vraiment spécifiques comme Easy Travel qui est en plein développement. Donc vous le voyez, on a encore besoin de pouvoir valider cette proposition parce que comme Nicolas vous l'a dit, on a fait ce pivot il y a très peu de temps, donc tout juste 2 semaines. Donc ce prototype que vous venez d'entendre, c'est vraiment notre bébé qui vient d'arriver. Les étapes suivantes vont être d'obtenir nos premiers clients et d'explorer différentes déclinaisons du contexte, des balades ici en Belgique, en Wallonie ou peut-être à l'étranger en fonction de l'intérêt qui va nous être porté, et de toucher la francophonie. Donc on a essayé d'établir une liste des charges donc, pour vraiment permettre d'identifier un petit peu nos besoins matériels et autres, donc, qui rentrent dans cette idée de briefing, d'établir un scénario, de coordonner tous les éléments de la production sonore et puis de la diffusion. Mais vous comprenez de ce que je suis en train de vous expliquer que notre business model, ce sera vraiment l'idée d'avoir une maison de production B2B et donc que notre contenu sera proposé à éventuellement un early adopters, je le regarde mais il ne me regarde pas, il sourit et éventuellement que lui ou d'autres offices du tourisme par exemple puissent toucher leur communauté avec les contenus qu'on pourrait proposer. Donc ce qui nous aiderait à aller plus loin, c'est de conclure ce partenariat avec Ardennes Étape pour avoir un premier concept à tester pour pouvoir viser ensuite la Wallonie et les offices du tourisme. On aimerait aussi déjà faire un clin d'œil aux 1000 partenaires de Pilote Média pour apprendre de leurs techniques et pouvoir aussi continuer à évoluer. Tu nous as déjà bien aidé, hein. On a discuté avec un ingénieur du son que j'ai rencontré grâce à Sébastien qui a validé complètement la proposition d'ailleurs. Et alors en parlant donc des propositions qu'on pourrait proposer ensuite sur base de ce premier concept, on partirait donc sur ce partenariat privilégié avec Ardennes Étape s'il se concrétise. Pour ensuite proposer soit un pack standard ou un pack sur mesure, mais on ne peut pas vous présenter un chiffre aujourd'hui, c'est vraiment impossible de le chiffrer à ce stade, mais voilà les deux idées vers lesquelles on se dirige. Alors, vous qui êtes derrière votre écran,
écoutez tout de suite notre premier podcast. Il est directement accessible sur le groupe Autoradio sur Facebook. Et puis, vous pourrez aussi écouter la totalité de ce qu'on vous a teasé ici quand vous rentrerez chez vous. Et puis, on est disponible pour les questions. Et on vous remercie en tout cas de votre attention. Voilà. Merci. Venez. Merci à vous deux, merci à vous quatre pour ce projet, cette présentation. Joris, il y a eu des appels du pied appuyés. Là c'est plutôt au coach que je vais parler parce que tu es coach depuis le début de Pilote Média. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ce projet t'a tapé dans l'œil? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un cling quelque part. Sans préjuger de ce qui se passera, hein, ok? Sans préjuger de ce qui se passera. Sans préjuger qu'ils savaient créer la marque correctement, mais... Il y avait quand même 2 fautes d'orthographe dedans, mais c'est pas grave. La prochaine fois, on embauchera un copie dans l'équipe, on prendra un 5e. Je rigole. Non, moi, ce que j'aime dans cette approche, au-delà du fait que ça touche ce qu'on fait comme business, c'est qu'on parle du vrai développement de contenu B2B. On n'est pas dans une logique où on essaye d'avoir un modèle mix, on est dans une logique où on essaie de créer du contenu et que les contenus vivent à travers des marques qui ont quelque chose à dire. C'est pas juste créer de la pub sonore, pas du tout. C'est vraiment créer des partenariats. Donc moi, quand ils m'ont parlé de ça, ce que je leur ai dit quand on s'est vu en coaching, j'ai dit mais bordel, on n'y a jamais pensé. Donc en fait, on fait plein de balades, on fait plein de choses où on essaie justement, on parle d'expérience tout le temps à nos clients, on parle tout le temps d'expérience dans notre démarche marketing. Et l'expérience sonore par rapport à ce public-là, qui est un public, on a vu les chiffres, qui n'est pas rien, mais qui malheureusement tend à grandir aussi. C'est assez surprenant de voir ces chiffres. Se dire, en fait, c'est totalement une faille dans une approche sensorielle du marketing. On y pense, on dit oui, on a déjà pensé à faire des podcasts, on a déjà eu des approches et tout. Et puis là, c'est pas le podcast qui nous intéresse, c'est la manière dont on adresse le contenu à un public. Donc voilà, j'ai trouvé ce projet hyper intelligent, donc je vais pas poser des questions ou les challenger maintenant. Mais ça c'est quelque chose aussi dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Tu as travaillé dans des médias, tu travailles aujourd'hui pour une marque. C'est quelque chose dont tu te rends compte, ce besoin-là de raconter des histoires qui ont du sens, d'avoir des valeurs à défendre à travers ces histoires-là. C'est quelque chose que, médias ou pas médias, historiquement médias ou en vendant d'autres choses, c'est important aujourd'hui. Encore une fois, je ferai la différence entre médias et presse. Pour moi, c'est 2 choses totalement différentes, même si on produit le même type de contenu, mais quand on fait de la presse, on fait du journalisme, on fait quelque chose qui n'est pas du tout dans le même modèle, selon moi. Donc, c'est 2 choses différentes. Pour moi, faire du média, c'est pas spécialement être dans un organe de presse. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où, de cette manière-là, on approche des démarches plus sur le tourisme, sur la balade, que d'une autre manière, Red Bull va approcher les sports extrêmes avec du contenu, on est dans la même démarche de création de contenu pour mettre en évidence une marque au final, mais pas seulement mettre la marque de manière purement opportuniste, mais aussi créer l'expérience autour. Je me retourne vers Corinne. Je suppose que quand la RTBF lance RTBF Restart, il y a derrière plein de contenus, mais il y a aussi une démarche qui est de soutenir avec sa marque, qui n'est pas juste de faire du marketing pur et simple en faisant un écran de pub. Donc, moi, c'est ce que j'aime dans Pilote Média, tu le sais, c'est ce que j'appuie depuis 3 ans, c'est bon sang, faites du contenu pour des marques, c'est pas sale, et surtout quand il y a une démarche comme ici, une démarche de projet média, de projet de sens et de voilà. Et puis il faut être, puis j'en finirai là, il faut être aussi très je viens de la presse, comme tu le dis, j'ai quand même 15 ans dans la presse, puis maintenant je suis dans le milieu, on va dire privé, en tout cas dans le milieu hors presse. Il faut avouer que l'argent est plutôt à l'endroit où aujourd'hui, dans les milieux où je circule, que spécialement dans les organes de presse. Et je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis pas qu'il n'y a pas d'argent, je dis pas que c'est la misère, je suis pas du tout dans le cliché, mais pour développer du contenu, il y a clairement des budgets à aller chercher dans le privé. Voilà.
Moi, j'aurais juste envie de te dire un petit mot. Outre tous les appels du pied qu'on a fait ici pour le pitch, je voulais juste te remercier pour les étoiles dans les yeux que tu as eues le jour où on a parlé de ça. Parce que nous-mêmes, on était en plein doute, vraiment. On était dans un grand moment d'introspection. Est-ce qu'on pivote, est-ce qu'on pivote pas? Et voilà, ça nous a permis d'avoir l'impulse qu'il fallait. Et donc, pour ça, merci. Bah de rien, mais surtout, moi, ce qui m'a plu, c'est que vous avez pris les étoiles. C'est-à-dire que parfois, j'ai vu... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'ai vu... Non, mais j'ai vu... Elle est cadeau, elle est cadeau. Non, mais si on est là, si on est là à discuter, si on est là à discuter, sincèrement, vous étiez dans un moment de doute et vous avez pu pivoter parce que ça a fait du sens aussi, ça a fait écho chez vous. Et c'est vrai que parfois, j'ai déjà été confronté à des projets où il y a pas ce pivot. On dit, mais putain, mais vous avez une idée de fou, mais vous devez juste faire ce pivot et ça va aller. Et non, ça reste coincé. Donc voilà. Donc merci à vous surtout d'avoir été à l'écoute, quoi. Puis on verra, moi je promets rien. Tant qu'on est dans les merci, excusez-moi, parce que je voudrais quand même remercier Maxime Dumil et Samuel de Big Boy System que j'ai rencontré et qui ont vraiment validé, qui ont accompagné cette proposition-là sonore. Parce que, bon, je fais un peu de radio, mais le binaural, je ne connais pas du tout. Et ils ont été surexcités à l'idée d'explorer quelque chose qui est complètement en friche, en fait. On pourra aller discuter avec Nicolas aussi, qui est chaud. Là, ce matin, on en a discuté. Il est aussi chaud là derrière. Je voulais juste, parce que c'est des questions sur lesquelles, en plus avec Corinne, on avait déjà discuté, et vous challenger sur d'autres publics. Imaginez les milliers de personnes qui sont aujourd'hui en maison de repos, en hôpital, et qui... Exactement. Et donc, ok. Et hier, j'ai eu aussi un moment d'émotion. On n'était pas sur l'immersion sonore, mais sur l'immersion visuelle. J'étais à Valenciennes, dans un ancien site minier. Et en fait, ils avaient fait une expérience utilisateur où les mineurs préféraient voir la mine sous casque de réalité virtuelle plutôt que la mine en vrai, le bâtiment en dur, parce qu'ils revivaient l'émotion qu'ils avaient pu vivre au moment donné où ils descendaient dans la mine. Parce qu'il y avait le son, il y avait la possibilité de faire bouger les objets qui étaient les leurs. Et donc, en fait, pour moi, on en a déjà un petit peu discuté, il y a un boulevard devant vous, et exactement. Et donc, vous êtes sur un média qui est une solution qui est émotionnelle, et donc c'est ça les étoiles, quoi. Corinne. Oui, non, parce que, en effet, il y a probablement énormément de potentiel et de choses à faire. By the way, si Ardennes Étape ne veut pas de vous, je connais d'autres, et pas la RTBF, mais qui sont en recherche. C'est pour mettre un peu la... Les enchères. Ça s'appelle une négociation. J'en connais d'autres qui sont aussi en recherche de solutions qui pourraient ouvrir leur monde à d'autres personnes. Il y a une option. Et ces mêmes personnes avec qui on a déjà investigué toute une série de choses ont mis, je vous le donne comme ça, un point d'attention. Et je ne comprenais pas bien dans la démarche, parce que selon qu'on soit en train de déambuler ou qu'on soit assis dans sa voiture, ce n'est pas la même expérience. Quelle est la question de la portabilité de la solution? Alors, c'est justement quelque chose dont j'ai discuté avec Samuel. Il y a, alors après, c'est encore un mode exploratoire, mais il y a tout à fait moyen d'avoir un contenu qui soit linéaire à écouter chez soi, et qui répond d'ailleurs à un besoin d'une des personnes qu'on a rencontrées, qui, elle, ne voyage pas, mais qui est chez elle, mais qui a le goût de cette expérience-là. Et il y a aussi la possibilité, peut-être que de manière itinérante, avec une géolocalisation, le son s'active à l'approche de certains points d'intérêt, que ça peut être un point architectural, une église, quelque chose de culturel. Et avec la dimension, en 3 dimensions du son binaural, ce qui est génial, c'est qu'on peut imaginer reproduire le fait de rentrer dans un espace qui est sonore, qui est historique, qui est culturel, et de vraiment avoir cette impression que le son nous arrive, qu'on rentre dans un endroit, l'histoire est racontée, je schématise, l'émotion est partagée, et puis on la quitte comme si on avance de nouveau sur la route. Et ça, avec le son binaural, c'est une expérience qui est assez folle. Sur le SoundCloud qu'on a créé, Samuel nous a fait la gentillesse de nous faire une balade audio guidée avec son chien dans un zoning. Et les sons sont très lointains. Et
c'est vraiment, on entend l'autoroute à gauche, les oiseaux à droite, dans une profondeur. Et il a dû remonter un peu le gain, comme on dit, pour qu'on les entende. On les entend distinctement. Mais j'imagine une reconstitution historique, une ambiance qui fourmille une forêt. C'est hallucinant ce qu'on peut reproduire avec cette technologie-là. Et si vous ne connaissez pas, allez voir... c'est une expérience qui est magnifique et horrible en même temps. Ça s'est passé ici. C'est une balade audio, si on peut l'exprimer comme ça, où vous revivez les événements dramatiques de la Shoah dans les rues de Paris. Et pour la portabilité, juste pour répondre au final à la question, l'application dédiée, c'était aussi l'idée de pouvoir emmener avec soi les contenus, la localisation GPS. Maintenant, on a quand même des techniques sur les smartphones. Après, il faut qu'on puisse le développer aussi. Mais on a un outil qu'ils utilisent, parce qu'ils nous ont dit qu'ils utilisaient beaucoup le smartphone, et qu'on peut adapter à ce public-là. Mélanie, tu étais sur la route, toute une partie, toute la sainte journée. il fallait la faire. Comment tu as vécu ce projet-là? Tu étais à distance, tu es revenu, puis tu es reparti. Tu as presque vécu l'expérience que tu étais en train de proposer. Comment tu as vécu ça? Mais c'est vrai qu'au début, il y a eu ces présentations de projets et moi je me suis tout de suite sentie attirée évidemment par ce projet de la route que Nicolas a proposé. On avait peut-être des premiers, deuxième, troisième choix. Moi j'avais qu'un premier choix et voilà. Et c'est vrai que en fait la route, donc voilà, on en a parlé beaucoup parce que c'était très très large. Et donc moi par exemple je suis passée pendant mon chemin le long du canal du Midi, il y avait aussi, j'étais sur la route, j'étais sur la route, j'écoutais des podcasts, près du canal du Midi, il y avait ces bateaux, je me suis dit, c'est aussi un chemin, c'est aussi une route, et donc ça allait vraiment dans tous les sens, et j'ai aussi écouté des podcasts, et il y en avait un notamment que j'ai écouté, dont on avait parlé avec Laurent, qui était hyper immersif, et donc on allait au Sénégal, et il y avait tous ces bruits d'ambiance, et quand on est parti alors sur cette idée vraiment pour les malvoyants, je me suis dit, mais il faut vraiment avoir... Il faut qu'on soit sur place, quoi. Et ce podcast, en tout cas, était vraiment très, très immersif. Et je me sentais au Sénégal, j'étais au volant de mon van. Et c'est ça. Et je me suis dit vraiment, si on arrive à avoir quelque chose comme ça, où on se sent vraiment à l'endroit dont on parle, c'est super. Donc je vois vraiment toutes les possibilités. Et c'est vrai que... Ouais. Et aussi, c'est vrai que les personnes malvoyantes, pour répondre aussi à la question, utilisent vraiment beaucoup l'iPhone et avec le voice-over. Et je pense qu'il y a vraiment des choses super chouettes à utiliser. Et c'est ça aussi l'idée qu'on a, c'est quand on parle d'autonomie, c'est vraiment, si on peut avoir vraiment la trace GPS, je pense qu'il y a vraiment moyen de rendre vraiment la balade autonome. Et au-delà de l'écouter, que ce soit au volant, dans une voiture, à la maison ou en marchant, il y a encore plein d'autres possibilités à faire. Quand on parle de côté sensoriel, on peut y ajouter aussi le goût. Il y a vraiment plein de choses. Moi, j'ai l'impression qu'on... Donc voilà. Longtemps. On arrive tout doucement au terme. Ah, il y avait encore une question. Laurent ? Question, remarque. Oui, pas vraiment une question. Moi, juste une observation, un petit retour méthodo sur le programme, mais qui rejoint un peu tout ce qui s'est dit là. Hein. Moi, ce qui m'a amusé, excité, emballé dans la démarche, c'est que vous avez eu l'intelligence et le courage de ce gros changement, de ce pivot. Et ça c'est toujours admirable. Surtout qu'ici, c'est partir d'une audience potentielle très très large, qui n'est pas intéressé par la route ou le voyage, et de commencer par une réduction apparente. On a vu les chiffres des aveugles, mais en fait, moi, ce que vous m'avez transmis, hein, parce que c'est pas moi qui ai vu quoi que ce soit, mais ce que vous m'avez transmis, c'est ce potentiel, parce qu'il n'y a aucun malvoyant dans l'Assemblée ici, et on est tous super excités, à peu près, j'imagine. C'est juste une mise en abîme, c'est vraiment un axe qui est, si ça apporte une immersion réelle pour les malvoyants, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet pour l'humanité presque? Je veux dire, rendre hyper puissamment des voyages uniquement par l'auditif, même le binaural, mais peu importe, ça sera, pour moi c'est un truc en plus, mais ça, en fait, ça réouvre un champ de possibles. Et en fait, vous avez accepté de prendre ce risque qui, finalement, est une potentialité incroyable. Et ça, dans un cheminement de 6 semaines. Donc moi, je dis bravo, vraiment, c'est extraordinaire, quoi. Merci beaucoup pour ça aussi.
on arrive tout doucement au terme de ce démodé. Je vais inviter Hélène, David, les coachs à nous rejoindre tous. Venez tous. Il y a même des anciens qui sont venus. Je vois Jerry qui est là, je vois Mathieu qui est là. Merci aussi à Sébastien que je vois qui est d'origine. Hélène, je te laisse conclure. Un petit mot de la fin, mais je pense que tout le monde a soif maintenant, en effet, et envie d'aller boire un petit verre. Mais franchement, que des projets vraiment très 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 chouettes, et ce n'est pas une fin, ce démodé, ce n'est qu'un début, clairement, pour vous tous. Donc voilà, on tenait à remercier tout le staff, évidemment, pour la création de Pilote Média, tous les coachs, je ris, c'est Damien quand même, tous les coachs pour leur expertise, les experts également. Je pense que les candidats ont été plus qu'inspirés par tout ce que vous leur avez conseillé. Voilà, je tenais aussi à remercier les partenaires qui étaient avec nous pour cette édition, donc la RTBF, je répète, la RTBF, Foire du Livre, LN24, la Grand Poste, je vais en oublier, ma télé, merci beaucoup, et le 1000, bien entendu. Allez, tout le monde ici. Bravo. Bravo. Et bravo à vous aussi. Merci de nous avoir fait vivre ces 6 semaines-là aussi. C'est pour ça qu'on a monté Pilote Média, c'est pour les émotions que vous nous procurez aussi, pour le challenge de nos propres méthodologies qu'on essaie de s'appliquer à nous-mêmes et qui nous permettra, on l'espère, de pouvoir continuer à produire ce programme d'accompagnement l'an prochain. Comme chaque année, on le réinvente et c'est très bien comme ça. Donc bravo à vous, félicitations. Oui. Et puis maintenant, je pense que c'est le moment de féliciter ça et d'aller fêter ça. S'impose. Bravo à tous. Merci à ceux qui étaient avec nous en ligne. Yes.